Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain Bélanger. Salut Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Et donc, en cette première conférence, de la rentrée, on va déjà vous souhaiter une très très belle année 2019, puisque voilà, c'est la première conférence sur l'Académie aujourd'hui de cette nouvelle année. Donc, on est très très heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour une très belle soirée où on va parler de voyage chamanique et de déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc, c'est un sacré programme que nous a préparé Sylvain, comme d'habitude. Donc, bienvenue à vous, vous êtes déjà très nombreux. On va faire notre test de son et d'image habituel. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Et puis, on va pouvoir démarrer cette nouvelle soirée. Et je vais profiter de l'occasion pour parler un peu. Alors, bonsoir à tous. Bonne année à chacun d'entre vous. Alors, c'est l'occasion peut-être pour me dire si vous m'entendez bien également et que vous me voyez bien. Voilà. Donc, bonsoir. Et donc, il y a toujours un petit décalage aussi. On nous dit oui, c'est OK. Super. Eh bien, merci à vous pour vos retours. Donc, on va pouvoir démarrer. Déjà, Sylvain, est-ce que tu voudrais bien, en quelques mots, te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, qui tu es, d'où tu viens, et puis un petit peu ce que tu nous fais, ce que tu nous proposes. Oui. Alors, bonsoir à tous et bonjour à ceux, évidemment, qui sont dans un autre endroit du monde que celui de la France, puisque moi, je suis au Québec présentement. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique, j'ai reçu un enseignement d'un guérisseur chaman il y a 25 ans passé, peut-être même plus proche de 30 ans maintenant, qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain que j'ai suivi pendant 3 années, mais j'ai également suivi d'autres parcours de formation avec d'autres types, d'autres guérisseurs. Et évidemment, c'était donc un enseignement qui reposait sur la tradition chamanique. Il faut savoir que la tradition chamanique, elle a plusieurs volets, hein, plusieurs orientations, plusieurs voies. Et ça, je vais y revenir dans la conférence. Donc, moi, j'ai été formé par ce guérisseur-là. Puis par la suite, j'ai donc développé une approche qui s'appelle l'écoute imaginaire, que j'ai ensuite appelée la pleine conscience intuitive. Et c'est ça un petit peu dont je vais vous parler. Alors, il y a 3 grands volets. Décodage intuitif, donc l'utilisation des perceptions intuitives qui s'apparente donc à la clairvoyance, clairsentience, clairaudience, médiumnité, channeling, des choses comme ça. La déprogrammation des mémoires cellulaires, dont on va parler, puis les soins également, qui se combinent. C'est les 3 aspects qui se combinent les uns avec les autres pour augmenter l'habileté intuitive et augmenter également la capacité à soigner. Et ça, je vais y revenir dans la présentation de la conférence. Alors, moi, je fais la consultation depuis plusieurs années. J'ai plusieurs milliers de consultations derrière la cravate, comme on dit. J'ai rencontré divers types de problématiques chez les gens qui venaient me voir, tant des problèmes de santé que des problèmes de santé relationnelle, donc de dynamique relationnelle, de problématiques de couple, ou encore, évidemment, de problématiques existentielles de vie, que ce soit au niveau des émotions, de la santé psychologique, des questionnements existentiels, etc., des questionnements spirituels aussi. Donc, j'ai plusieurs types de rencontres que j'ai pu expérimenter. Donc, j'ai une bonne expérience. Je pense que je peux vous présenter une conférence qui va, j'espère du moins, vous apporter des réponses sur qu'est-ce que c'est que le voyage chamanique, d'une part, et de quelle façon qu'on peut déprogrammer la mémoire. Puis on va essayer d'aborder ça de façon assez dynamique. Donc, j'espère que ça va être intéressant pour vous. Puis évidemment, n'hésitez pas, c'est des questions à me faire part. Donc, il y a des livres qui ont été écrits également sur ce que j'ai écrit sur l'écoute imaginaire, Devenir intuitif et puis une santé de cuivre et le messager. Je vais peut-être en parler un petit peu du messager plus particulièrement, puisque le thème de la conférence touche ce sujet-là, ce livre-là qui a été écrit donc quelques années. Alors donc, ben voilà, c'est voyage chamanique et déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc, c'est un sujet qui est important pour moi, ce sujet-là, puisque dans un premier temps, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le Messager, qui était un cri du cœur, j'allais peut-être dire, suite à des événements de ma vie, etc., personnels, qui ont fait que j'avais envie d'écrire ce livre-là. Et ce livre-là, finalement, le message fondamental de ce livre-là, c'est que ça met en évidence que l'être humain, on a la difficulté, nous, en tant qu'être humain, de changer, de se déprogrammer, de se libérer de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, parce qu'effectivement, dans un univers subtil, on pourrait dire un univers qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais on peut constater à quelque part que cet univers-là, quelque part, on n'est pas capable de le voir avec nos yeux parce que justement, les particules de cet univers-là vont plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui fait que nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer cette réalité-là. Et dans cet univers-là, ben moi, j'ai toujours constaté, j'ai toujours cru quelque part qu'il y avait comme un ensemble de mémoires qui se trouvait là. Et cette mémoire-là, ben finalement, elle est devenue une pollution. Cette pollution, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas accès à un univers plus spirituel parce que justement, je suis complètement enseveli par la mémoire humaine. La mémoire humaine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est évidemment à travers, depuis le début des temps, l'être humain
produit à son insu ou à son su des pensées, des émotions, un tas de trucs, en fin de compte, qui va faire que dans cet univers-là, il y a une forme d'accumulation sans cesse d'informations qui se fait là. On peut appeler ça les annales akashiques, hein, certainement, puisque c'est comme une genre de bibliothèque de toute l'information mémorielle qui existe depuis le début des temps. Et cette information mémorielle-là, évidemment, devient en quelque sorte une forme de plafond énergétique qui fait que moi, en tant qu'être humain, quand j'essaie d'avancer, d'évoluer dans le cheminement subtil de la voie spirituelle, bien, inévitablement, je vais être en résonance avec diverses mémoires qui vont me garder d'une certaine façon identifié à ce que je connais de moi, à ce que je connais de mon expérience de vie, et qui va faire que je ne serai pas en mesure de pouvoir évoluer, progresser comme je le souhaiterais. Donc, l'idée de cette conférence, c'est de peut-être justement faire une réflexion justement sur cette fameuse mémoire-là, quelque part, d'où est-ce qu'elle vient, etc., puis de quelle façon qu'on peut peut-être apprendre à cheminer à l'intérieur de cet univers-là pour se rendre compte qu'on est tous reliés à une forme d'annales, de bibliothèque du savoir humain. Mais ce savoir humain-là, quelque part, si on se laisse berner par lui, c'est-à-dire on s'identifie trop fortement à lui, on n'a pas accès, donc, à ce moment-là, à se libérer du connu, donc à se libérer de l'histoire de l'humanité, et on n'a pas accès, justement, à cette sagesse intelligente qui anime, finalement, l'univers. C'est ça un petit peu que j'avais envie de vous présenter, cette fameuse sagesse intelligente, qu'est-ce qu'elle est, pour peut-être ensuite aborder tout le processus de la mémoire, de quelle façon que cette sagesse intelligente ne nous est pas accessible. Donc, quand j'ai développé l'écoute imaginaire au départ, l'écoute imaginaire, c'était une façon de reconnaître que l'imaginaire pouvait être un véhicule me permettant de voyager dans mon corps ou dans le corps d'un partenaire, ou dans toute forme de concept de vie. Ça me permettait d'envisager que cet imaginaire pouvait être un véhicule me permettant de voyager dans les annales akashiques, justement, et ça, on va y revenir, évidemment. Et dans ce voyage-là, qu'est-ce que ça me permettait de faire? C'est que ça me permettait, justement, de développer une forme de pleine conscience de ce qui anime mon être, c'est-à-dire que moi, j'ai un corps physique, mais ma conscience est beaucoup ici. Alors, si je fais un voyage en dedans de moi, je peux constater qu'en dedans de moi, dans mon genou, par exemple, il y a une conscience qui peut être là. Et cette conscience-là peut me transmettre des images, des sensations et des mots que je peux apprendre à dialoguer avec pour constater que mon genou peut communiquer avec moi. Et cette communication fait que je découvre que dans mon genou, il y a une conscience intelligente associée à des cellules. Et ces cellules-là, quelque part, peuvent m'informer de certaines perturbations, de certains blocages, de certaines perturbations qui peuvent être reliées à ce genou-là. J'en ne serais pas conscient si je restais là, mais en me déplaçant conscience dans mon genou, je peux en devenir conscient. Tout comme je peux, par exemple, me mettre en relation avec Cédric, par exemple, pour prendre un exemple, et malgré la distance qui existe entre moi et lui, grâce à cet imaginaire-là, le véhicule imaginaire me permet de voyager en Cédric et de constater que dans Cédric, il y a effectivement aussi des cellules, des manifestations de conscience dans son corps qui peuvent avoir envie de communiquer avec moi pour me transmettre des informations qui vont me permettre de guider Cédric dans son processus de vie, par exemple. Alors, c'est ça un peu le principe de l'écoute imaginaire ou de la pleine conscience intuitive. C'est ce jeu imaginaire qui va me permettre donc de voyager en moi, de voyager dans un partenaire, mais également de faire des voyages dans ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques, c'est-à-dire de reconnaître que par ce véhicule imaginaire-là, je peux voyager dans la mémoire pour constater que cette mémoire-là, finalement, elle est vivante, elle est dynamique et elle peut aussi, par le fait que je m'identifie à elle, elle peut m'empêcher donc de progresser ou d'évoluer dans mon cheminement de conscience, c'est-à-dire que je peux devenir complètement figé par la mémoire, parce que la mémoire, finalement, c'est des expériences associées au passé. Et ces mémoires-là, si je m'identifie à elles, bien évidemment, je peux devenir de plus en plus figé, de rester donc dans l'espace-temps, c'est-à-dire de ne pas évoluer, de ne pas changer, mais de rester accroché à des choses qui sont associées à mon passé. Alors, tout le processus de voyage que je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette capacité que j'ai de voyager en moi, de voyager d'un partenaire ou de voyager dans cet univers-là, pour constater que dans la position de la pleine conscience intuitive qu'on j'ai cherché à vous présenter aujourd'hui, on va chercher donc à se mettre dans une position de témoin. Le témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui observe ce qui se passe en lui. Alors, si je vais dans mon genou, je vais donc observer ce qui se passe dans mon genou. Si j'observe Cédric, je vais observer ce qui se passe en lui. Si je commence à faire des voyages dans ce que je pourrais appeler les annales akashiques, je vais constater qu'il y a des informations qui vont se manifester à moi. L'important, c'est rester dans une position de témoin. Le témoin, c'est celui qui observe les choses et qui ne va pas chercher à les interpréter ou à les juger ou à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il va se mettre dans une position de témoin pour simplement accueillir ce qui est là. Et à travers cet accueil-là, il va pouvoir ensuite interagir avec l'information
et demander des questions pour que l'information lui réponde. Et c'est ça qui est la clé de ça. C'est là qu'on aborde l'aspect sagesse intelligente. C'est-à-dire qu'on constate que dans une position de témoin, quand je suis capable de rester dans cette position de témoin-là, je pénètre je suis en interaction avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est capable de me guider, de me transmettre de l'information pour me faire comprendre la raison d'être des mémoires qui sont présentes tant dans mon champ énergétique que dans celui de mon partenaire ou que dans les annales cachées. Et que quand je suis capable d'être dans cette position-là, je suis donc finalement, je suis capable donc de recevoir une somme d'intelligence, une forme d'information qui va me permettre donc de comprendre la raison d'être des blessures qui peuvent être présentes en moi chez un partenaire ou dans un akashique, et ensuite de pouvoir effectivement commencer à faire un travail de conscientisation, de déprogrammation, c'est-à-dire de donner à la mémoire tout ce dont elle a besoin pour se dégager de sa blessure, de sa souffrance. Et en faisant cela, bien évidemment, je peux ensuite aussi amener un soin énergétique qui va faire que tout doucement, à travers ce processus-là, je vais permettre à la mémoire de se libérer. Et en se libérant, cette mémoire-là, qu'est-ce qu'elle va me permettre de découvrir? Si je le fais sur moi-même, si je fais un travail sur mon genou, ben, en travaillant sur cette mémoire perturbée dans mon genou que je cherche à équilibrer, ben, je vais permettre à mon genou de mieux circuler, d'être plus en harmonie avec moi, d'être plus dans une position d'ouverture envers mon potentiel évolutif que je vais actualiser plus facilement. Si je le fais sur un partenaire comme Cédric, ben, la même chose que je vais chercher à faire. Si je travaille sur le genou de Cédric, ben, je vais effectivement me mettre en relation avec les blessures qui sont présentes chez lui. Je vais faire un travail de décodage, donc de compréhension, de déprogrammation et de soins de la même façon pour amener cette libération à prendre forme. Et si je le fais dans les années akashiques, je vais comme capter dans les années akashiques des mémoires. Et ces mémoires-là, je vais prendre le temps donc de comprendre leur raison d'être, de leur donner tout ce dont elles ont besoin pour ne plus être dans la souffrance qu'elles ont, et ensuite de passer à l'étape du soin qui va permettre de rétablir l'énergie à ce moment-là, ce qui va faire qu'on va finalement libérer des mémoires dans le champ, dans les annales akashiques. Et ces libérations de mémoires-là, finalement, me permettent, moi, de me réapproprier de l'énergie vitale, mais elle permet aussi à tous les êtres humains sur Terre, pourrait-on dire, de se réapproprier une certaine énergie vitale, parce que quand je libère ces mémoires-là, ben, c'est un peu comme si je travaillais sur une forme de matrice, une matrice à quelque part où tous les êtres humains sont tous étroitement reliés en quelque sorte, et que quand je libère des mémoires qui sont dans les annales akashiques, ben, quelque part, ça me permet, moi, de me réapproprier des choses avec lesquelles je m'étais finalement, avec lesquelles j'étais en dissociation, avec lesquelles j'étais en résonance, et qui me faisaient que je n'avais pas accès à ma propre énergie. Donc, en libérant ces mémoires-là, je me réapproprie mon énergie vitale, mais aussi, je contribue peut-être à aider à d'autres êtres humains de se réapproprier cette énergie vitale-là. Donc, vous voyez que c'est ça un peu le principe de ce voyage chamanique-là, c'est-à-dire d'apprendre à constater que par le biais du véhicule imaginaire, on peut finalement prendre conscience qu'on peut voyager en soi pour accéder donc à une conscience intelligente qui anime mon être. Je peux voyager chez un partenaire pour prendre conscience que dans ce partenaire-là, il y a aussi une conscience intelligente qui anime cet être humain-là. Et quand je commence à faire des voyages qu'on pourrait qualifier chamaniques, que je vais vous décrire un peu plus en détail tout à l'heure, on va découvrir que dans ce voyage chamanique-là, dans cet univers d'annales akashiques-là, il y a une somme de mémoires qui se trouve là. Et de la même façon, je vais apprendre justement dans cette position de témoin à interagir avec ces mémoires-là pour être capable d'en comprendre la raison d'être, de pouvoir effectivement faire un travail de déprogrammation et de soins pour justement faire un nettoyage en quelque sorte, tant dans mon champ énergétique que dans celui de partenaire que dans les annales akashiques. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est là que tu veux intervenir? Alors justement, si tu me permets, on va prendre, parce qu'on a 2 questions sur les termes, comme ça va aussi faciliter pour l'écoute de la suite de la conférence d'Eliane et Christiane. Ils demandent, pourquoi dis-tu que c'est imaginaire et que représente pour toi le mot imagination? En fait, je dis bien que c'est un véhicule imaginaire que j'utilise. D'accord? Alors, un véhicule imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que les cellules de mon corps, quelque part, on pourrait voir ça comme ceci, absorbent et émettent de la lumière. Il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a démontré que le soleil émettait de la lumière. Bon, c'est pas trop surprenant, mais que les cellules du corps absorbent cette lumière-là puis émettent de la lumière. Ce qui est intéressant de comprendre dans ça, c'est que cette forme d'échange d'émanation énergétique qui se fait dans les cellules du corps, ça, c'est de l'énergie. C'est de la lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre à travers la pratique? C'est qu'on découvre que cette imaginaire-là, que cette lumière-là qui émane de mon corps, elle a de l'information dedans. C'est quoi de l'information? C'est-à-dire que moi, si j'ai de la tristesse dans mon corps, ben, la lumière qui se dégage de mon être va être colorée par cette tristesse-là. Il y a comme de l'information qui se retrouve dans cette lumière-là, en quelque sorte. Alors, quand je parle de l'imaginaire, pour moi, c'est ma conscience qui est capable d'accéder à cette lumière-là
que j'émane ou qu'un autre être humain émane, et que cette lumière-là, quand je suis capable de communiquer avec elle, ben, je suis capable de prendre conscience qu'elle émet de l'information, elle a des besoins, des demandes qui sont là, et je peux commencer à devenir pleinement conscient de ce qui anime cette lumière-là. Donc, l'imaginaire, pour moi, c'est une façon d'utiliser la conscience pour qu'elle puisse voyager tant dans moi que vers un partenaire, que vers les annales cachées. L'imaginaire devient un véhicule. Et la physique quantique dit aujourd'hui que le cerveau n'est plus relié à un espace physique, il est délocalisé. C'est-à-dire que pour moi, le champ énergétique, cette lumière qui est émise, le corps absorbe et rémet de la lumière, donc tout le corps est un champ énergétique, un aura en quelque sorte, et ça veut dire que cette aura-là constitue finalement une conscience, un cerveau qui est délocalisé, qui n'est plus donc uniquement dans la tête, mais qui est vraiment partout. Et quand j'utilise mon imaginaire, ben effectivement, mon imaginaire me permet de mettre ma conscience dans un véhicule, et ce véhicule-là qui est imaginaire me permet de voyager en moi, pour voyager mon orteil, voyager ma cheville, voyager un peu partout dans mon corps, et je peux voyager vers un partenaire, je peux voyager dans les annales akashiques de la même façon. Et c'est là, quelque part, que l'imaginaire devient un support, vraiment, qui me permet d'accéder à la conscience. Alors, il faut bien faire la différence entre ce que je viens de nommer, l'imaginaire, et ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire qui est identifié à nous. C'est-à-dire que moi, si je suis identifié à l'imagination, c'est-à-dire que j'imagine quelque chose, je ne suis pas dans un processus intuitif. Je suis dans un processus d'identification à un mécanisme qui est subtil, mais que j'identifie comme étant le mien. C'est-à-dire que moi, je considère que tout ce qui se manifeste dans ma tête, c'est moi qui le crée. Alors ça, c'est une attitude fermée. C'est une attitude fermée sur elle-même où je reconnais quelque part que je suis le maître à bord. Si je reconnais que je ne suis pas le maître à bord, en passant, la physique quantique met en évidence de plus en plus cette réalité-là, parce qu'elle met en évidence de plus en plus clairement que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas justement fait de chair et d'os uniquement. Je suis une antenne vibrante qui est en relation avec l'énergie de la Terre, par exemple, qui est une énergie, un champ électromagnétique qui est émis de la Terre. On sait que le physicien Pop a mis en évidence que le Soleil émettait des photons, de la lumière, que les cellules du corps absorbaient et remettaient cette lumière-là. On sait que le cosmos émet des influx cosmiques aussi sur la Terre. Donc, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis plus un être fermé sur lui-même. Je suis un être qui est en interrelation avec la Terre, le ciel, et avec les êtres humains que je côtoie. C'est-à-dire que les êtres humains que je côtoie vont émettre de l'information et moi, je vais leur émettre de l'information à mon insu sans que j'en sois nécessairement conscient. Alors, dans le travail intuitif, on arrive à devenir conscient de ces échanges-là. Et pour moi, tout ce que je viens de nommer, ben, pour être capable d'arriver à le conscientiser, il faut avoir un outil de développement. L'outil de développement qu'on a tous en tant qu'être humain, mais qu'on a oublié d'utiliser d'une façon adéquate, c'est l'imaginaire. Pour moi, l'imaginaire, c'est une façon c'est un jeu. Hein, on utilise l'imaginaire pour que notre conscience puisse voyager dans notre corps. Si j'utilise mon imaginaire pour voyager dans mon genou, par exemple, ben, c'est une façon de voyager. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'inventer quelque chose. Je suis en train de déplacer ma conscience pour me mettre en relation avec mon genou. Et si vous faites l'expérience de voyager dans votre corps, vous allez constater qu'en voyageant dans votre corps, ben, il y a de nouveau subtil, vous allez constater qu'il y a des perceptions différentes dans votre pied, dans votre cheville, dans votre genou, dans vos hanches, dans votre tête, dans vos épaules, etc., etc. Donc, vous allez comprendre que finalement, même si c'est une imaginaire que vous utilisez pour voyager en état de vous-même, vous allez constater qu'il y a une somme d'informations que vous allez devenir conscient qui anime votre être. Si vous faites un partenaire, vous allez découvrir sans doute la même chose. Si vous êtes attentif à cette façon de faire, vous allez constater que votre imaginaire vous permet vraiment de déplacer votre conscience dans le corps de votre partenaire. Si vous déplacez votre conscience vers les annales akashiques, vous allez constater un peu la même chose. C'est un entraînement, évidemment, qui va vous permettre de le faire. Mais tout ça pour vous dire que l'imaginaire est vraiment, pour moi, un véhicule permettant d'accéder à un univers super lumineux, c'est-à-dire un univers subtil dans lequel la conscience n'a pas accès à ça, les sens conscients, mais que par les sens plus subtils, on peut parvenir à développer cette relation-là pour devenir de plus en plus adéquat, de plus en plus confortable à pouvoir vraiment faire des lectures intuitives, tant sur soi-même que vers un partenaire, que dans les annales akashiques, par exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question qui m'a été posée. Si, très, très bien répondu. Et qui te demande, est-ce que l'imaginaire est capable de se dissocier complètement du mental et de la réalité physique? Ben, je dirais que oui, mais en même temps, bon, il faut faire très attention parce qu'en même temps, c'est très facile de perdre cette connexion-là. Hein. C'est-à-dire que le travail de l'imaginaire, c'est un entraînement. Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça, que je fais des pratiques comme ça, donc c'est facile pour moi de pouvoir le faire. Pour faire sur quelqu'un d'autre, par exemple, très facile pour moi de le faire sur quelqu'un d'autre. Par contre, quand il s'agit de le faire sur moi, ça me demande un entraînement un petit peu plus subtil parce que justement, il est facile de s'identifier à soi.
Hein, par exemple, si moi je vis une émotion, c'est sûr que l'imaginaire, j'ai beau vouloir voyager en moi pour aller voir une émotion qui est en moi. Si je suis identifié à l'émotion, déjà, ça va être plus difficile pour moi de pouvoir faire une lecture intuitive de l'émotion en question parce que je vais me sentir identifié à elle. Donc, il va falloir que je fasse un travail que je vais vous présenter à la fin de la conférence qui va me permettre de renouer contact avec une position de témoin, c'est-à-dire une forme de verticalité dans laquelle je me sens dans une capacité d'être capable d'observer l'émotion dans laquelle je suis et de ne pas me sentir trop identifié à elle. Parce que c'est ça la clé. Si je ne suis pas identifié à l'émotion, je suis capable de discuter avec elle. Si je suis identifié à elle, je ne suis plus capable de communiquer avec elle puisque je deviens l'émotion. Et c'est la problématique de l'être humain, tout ça. On est tous dans un processus qui nous a été enseigné depuis qu'on était enfant, qu'on était un je et que le je, quelque part, vivait des choses. Et parce qu'il vit des choses, évidemment, on s'identifie à ces choses-là et on nous a pas enseigné comment gérer ces émotions-là. Ça veut donc dire qu'à notre insu, tout au long de notre vie, on produit dans notre champ subtil des informations qu'on n'est pas conscient. Et ces informations-là, finalement, vont forger dans notre champ énergétique une genre de programmation. Une programmation, par exemple, si j'ai vécu à l'âge de 5 ans un abandon, c'est certain que cet abandon-là va se retrouver programmé dans mon champ énergétique, qui va faire que je vais rencontrer des gens qui vont me refléter cette même expérience d'abandon-là, tant et si longtemps, justement, que je n'aurai pas fait un travail sur moi-même pour aller voir cette expérience d'abandon-là et de chercher à faire la paix avec elle. Donc, vous comprendrez finalement que tout le travail que l'être humain cherche à faire tout au long de sa vie, c'est sans doute de renouer contact avec cette humanité-là que j'appellerais le grand H. L'humanité, ça veut dire quoi pour moi? C'est se rappeler qu'en tant qu'être humain, non seulement je suis un représentant de ma famille, je suis l'incarnation, quelque part, des gènes de mes parents, par exemple, mais je suis, en quelque part, l'incarnation de l'histoire de l'humanité et que cette histoire de l'humanité, quelque part, qu'est-ce que l'univers cherche à faire? C'est de nous amener tous ensemble à devenir de plus en plus conscients que nous générons quelque chose de subtil dont nous ne sommes pas conscients et que parce que nous n'en sommes pas conscients, nous en produisons d'une façon nous faisons une pollution importante d'un point de vue subtil parce que nous faisons des émissions d'émotions, de pensées, etc., qui ne sont pas nécessairement des énergies pures, des énergies de vibration élevée, qui fait quelque part que tous ensemble, on produit, on résonne les uns avec les autres avec ces énergies-là polluantes, entre guillemets, qui fait quelque part qu'on crée rapidement un plafond dans la conscience collective, puisque justement, tous ensemble, on participe un peu à cette forme de matrice, pourrait-on dire, l'appeler comme ça, une matrice dans laquelle la pollution émotionnelle que l'on produit va résonner avec des mémoires anciennes. Ces mémoires anciennes-là vont fortifier les pensées, les émotions qu'on a actuellement. Et c'est ça qui va créer un genre de plafond subtil qui va nous empêcher effectivement de pouvoir progresser, évoluer en tant que collectivité. Alors, peut-être longtemps qu'on n'a pas compris ces règles-là, en tant que collectivité, on va être un peu pris dans une espèce de souricière, pourrait-on dire, puisqu'on va continuer à faire comme si ça n'existait pas, alors que finalement, je pense que l'univers, comment elle fonctionne, elle nous invite certainement par la loi d'attraction. La loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend effectivement qu'en tant qu'être humain ayant un champ énergétique, on émet quelque chose et que dans la vie, tant et longtemps qu'on n'a pas fait la paix avec certaines facettes qu'on émet, quelque part, la vie va nous mettre sur notre passage des situations, des gens qui vont nous obliger de faire un travail sur soi parce que justement, ils nous invitent à faire la paix avec nous-mêmes. Et que tant et longtemps qu'on pointe du doigt les gens devant nous en leur disant c'est de leur faute, on oublie fondamentalement l'essence de notre processus de développement qui nous oblige à porter un regard sur soi, puis nous oblige à nous rappeler finalement que qu'est-ce qui nous a mis sur notre passage est souvent là pour nous faire évoluer et progresser. Alors, je pense que c'est certainement ça qu'il faut se rappeler aussi à travers cela. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question par rapport à ça, mais je pense que oui. Oui, tu as bien répondu. Et puis, on va pouvoir continuer sur ce sujet. Peut-être pour poursuivre, ce que j'aimerais peut-être vous présenter. Donc, là, vous avez sans doute compris que la pleine conscience intuitive, que j'appelais l'écoute imaginaire auparavant, c'est une façon, c'est l'utilisation donc de l'imaginaire qui va me permettre de voyager en moi ou vers un partenaire ou dans à ce qu'on appelle l'akashique, dont je vais préciser davantage comment ça fonctionne, tout ça. Et puis, quand on commence à parler donc de chamanisme, j'aimerais peut-être dire que quand moi j'ai été formé par le chamanisme, je croyais que le chamanisme était une forme de chamanisme qui existait et c'était un peu l'enseignement de tous et chacun, le même type de chamanisme dans tous les pays du monde, ce qui n'est pas le cas. Donc,
quand on parle de chamanisme, hein, on parle de voyages, donc il y a des types de voyages qui vont s'effectuer dans la tradition chamanique d'une certaine façon, dans certaines cultures, et dans d'autres façons, dans certaines autres cultures. Donc, le type de chamanisme que moi je vous propose, c'est vraiment l'utilisation des perceptions intuitives pour faire des voyages chamaniques en pleine conscience intuitive. Moi, c'est ça qui a toujours été important pour moi. C'est pas donc des voyages chamaniques qui vont se faire à travers, par exemple, des exercices où on va suivre une méditation, par exemple, que quelqu'un nous enseigne sans être pleinement conscient nous-mêmes. Donc, pour moi, c'était très important d'amener donc un développement des habiletés intuitives dans l'enseignement que je proposais. Donc, c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous présenter dans cela. Donc, c'est pas, donc, vous allez voir qu'il y a certains types de chamanisme qui sont moins orientés sur le développement de l'intuition que moi, ce que je vous propose. Donc, moi, ce que j'ai vraiment voulu mettre l'enfant, c'était de me dire de quelle façon qu'on pouvait être pleinement conscient. Pourquoi être pleinement conscient? Mais parce que quand on fait ces voyages dans le monde subtil, on découvre donc que si je vais dans mon genou, par exemple, je peux constater que dans mon genou, il peut y avoir de l'énergie. Mais cette énergie-là qui se trouve dans mon genou, ben, à quelque part, elle est animée par une conscience mémorielle. Alors, c'est là que le travail intuitif devient très important, d'être capable d'identifier ce qui anime cette perturbation énergétique dans mon genou, qui est donc animée par une conscience mémorielle, tout comme quand je le fais sur Cédric ou quand je fais des voyages dans les annales akashiques que je vais aussi donc vous présenter d'une façon plus approfondie. Alors, c'est ça finalement qui explique pourquoi, pour moi, c'est très important de développer les habiletés intuitives. Et développer les habiletés intuitives signifie justement de définir un petit peu plus qu'est-ce qui anime dans le monde du champ subtil. Et c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous présenter dans cette conférence-ci. Donc, le voyage chamanique, je pense que j'ai bien expliqué, c'est qu'on va donc apprendre à faire des voyages en utilisant le véhicule imaginaire. Le véhicule imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voir, entendre ou ressentir ma conscience. Je vais utiliser donc mon imaginaire pour prendre ma conscience qui tourne dans mon cerveau. Je vais visualiser par des images que je vais me déplacer vers mon genou. Je pourrais ressentir ce déplacement-là vers mon genou ou je pourrais l'entendre. Alors, ces trois modes de communication-là vont me permettre, en ayant conscience que je suis en communication avec mon genou, que dans mon genou, il y a des images visuelles, sensations ou mots qui vont se manifester à moi. Et c'est comme ça que je vais interagir de cette façon-là. Alors, ce type de voyage-là, c'est un petit voyage dans mon propre corps. Quand je suis dans mon genou, je voyage dans mon propre corps. C'est quelque chose qui est plus confortable, c'est un espace que je connais. Mais sachez bien que dans cette notion de voyage chamanique, on peut très bien se libérer de cette limitation corporelle-là en allant, par exemple, visiter le corps de Cédric, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, où, de même façon, avec des images, des sensations et des mots, je pourrais me mettre en communication avec Cédric, capter des images, des sensations et des mots qui seraient émis du corps de Cédric, et je prendrai le temps de discuter avec ces perceptions-là pour devenir conscient de la raison d'être des messages qui sont présents dans la structure subtile de Cédric. Et c'est comme ça qu'en échangeant avec lui, je pourrais parvenir à devenir conscient de ce qui se passe en lui et d'être capable d'interagir avec lui par les techniques qu'on va un peu plus approfondir aussi de la même façon. Alors, vous voyez que ça, c'est un voyage un petit peu plus, c'est moins mon corps. Là, je suis en voyage avec le corps de Cédric, même s'il est en France, par exemple, et que moi, je suis au Québec, je pourrais, par le biais de cette pleine conscience intuitive-là, d'arriver à me mettre en relation avec lui. Ça, c'est un autre type de voyage qui pourrait s'effectuer. Le troisième type de voyage, évidemment, il y a plusieurs types de voyages, mais faire vraiment une histoire assez simple. Donc, il y a un voyage où on pourrait faire un voyage dans un contexte plus libre, c'est-à-dire que je pourrais dire, ben tiens, je vais aller voyager dans mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle, c'est que dans mon propre champ énergétique, on pourrait dire ça comme ceci, dans mon propre champ énergétique, j'ai accumulé toute l'histoire de mon histoire de vie à moi. Ce qui veut donc dire que je pourrais, par exemple, me dire, tiens, je vais aller voir mon expérience de vie que j'ai vécue à l'âge de 12 ans. Je n'ai plus de 12 ans aujourd'hui, mais ce voyage me permettrait de me mettre en relation avec une mémoire qui a expérimenté un certain nombre de choses à l'âge de 12 ans. Par exemple, si c'est une expérience d'abandon, ben, je pourrais me mettre en relation avec Sylvain qui se sent abandonné à l'âge de 12 ans. Ce Sylvain aurait l'apparence d'un enfant de 12 ans. Je pourrais le voir, l'entendre, le ressentir. Il se manifesterait à moi d'une certaine façon, dans une certaine souffrance, possiblement, et je pourrais donc
chercher à communiquer avec lui pour comprendre la raison d'être de sa souffrance. Donc, je pourrais constater que cet enfant de 12 ans, même si je n'ai plus 12 ans, il y a un enfant de 12 ans en moi qui est encore présent et qui a une certaine programmation, une certaine limitation. Et je vais chercher à ce moment-là à être en étroite relation avec lui pour comprendre pourquoi il souffre et de quelle façon que je pourrais l'aider. C'est là que cette notion de déprogrammation devient importante, c'est-à-dire que le décodage intuitif va me permettre de comprendre la raison d'être de la souffrance de cet enfant-là de 12 ans, et la déprogrammation va me permettre de lui donner tout ce dont il a besoin. Là, vous allez me dire, mais comment je vais faire pour lui donner quelque chose à cet enfant-là de 12 ans? Il faut se rappeler que l'imaginaire est quelque chose qui est plein de possibilités. Vous êtes d'accord avec moi? Et que si j'accepte l'idée que les enfants me demandent, par exemple, de la tendresse, pour donner un exemple caricatural, je pourrais très bien faire référence à ce que je connais de la tendresse pour utiliser à mon imaginaire une intention de donner de la tendresse pour que je puisse ensuite lui donner tout simplement par le biais du support imaginaire de la même façon, avec l'intention de donner de la tendresse dans l'immédiat à l'enfant de 12 ans et de constater que quand je lui donne, il y a donc une transformation qui va en résulter. C'est-à-dire que l'enfant va se transformer, va être différent. Ça, c'est très, très intéressant. Parce que ça veut dire que plus je donne à la mémoire ce dont elle me demande, ce qu'elle me demande, plus je constate, et ça, c'est dans une pratique dont je vous parle, c'est pas quelque chose de théorique, c'est-à-dire que j'ai observé ça dans la pratique, plus je donne à la mémoire ce qu'elle me demande, plus elle se transforme. Et si elle se transforme, c'est-à-dire que la souffrance qu'elle vivait, par exemple d'abandon, ben, elle ne sera plus dans l'abandon. Ça veut donc dire que l'enfant va se manifester à moi sous une autre forme. C'est-à-dire que tout doucement, je vais constater que la mémoire limitative de l'âge de 12 ans qui s'est senti abandonné va se transformer et va révéler à mon être, à moi, un potentiel évolutif. Et ce potentiel évolutif-là va me donner justement une information de quel est le chemin à suivre pour amener une transformation dans mon propre être. C'est-à-dire qu'à travers ce voyage-là que je vais faire sur cet événement-là, d'un événement de ma vie, je vais chercher donc à pouvoir faire un travail de déprogrammation pour libérer la mémoire. Et plus je vais libérer la mémoire, plus je vais chercher à pouvoir rétablir les flux énergétiques dans mon propre corps face à cette mémoire-là. Je vais donc chercher à me réunifier, en fin de compte, à la souffrance qui a été vécue à cet âge-là, de m'en libérer, de m'en dégager et permettre à l'énergie de circuler beaucoup plus librement dans mon propre corps. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous nommer par rapport à ce petit voyage-là qu'on peut effectuer en soi par rapport à mon histoire personnelle. Cédric, as-tu quelque chose à nous dire là-dessus? C'est bon? Oui, c'est très très clair, merci. Puis il y a Nini qui te remercie pour ton effort de ralentissement. Du coup, c'est beaucoup plus simple. D'accord, merci. Donc, toujours dans ce voyage chamanique-là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire également qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi voyager, donc on peut voyager dans notre histoire personnelle. Ça veut donc dire que au moment de la procréation, c'est-à-dire au moment où mes parents m'ont conçu, jusqu'à aujourd'hui, je pourrais donc finalement faire des voyages multiples dans ma propre conscience. Alors, tout à travers les sens visuels, auditifs et sensitifs, et à travers cette démarche de décodage, déprogrammation et soins, je pourrais libérer les mémoires limitatives qui sont en moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire limitative? C'est une mémoire figée. C'est-à-dire que cette mémoire-là, elle est Sylvain à l'âge de 12 ans, par exemple, pour revenir avec cet exemple-là. Et comme il a 12 ans, cet enfant-là, et je n'ai plus 12 ans aujourd'hui, hein, je sais que je parais jeune, mais je vous le confirme, je n'ai pas 12 ans pour ceux qui avaient des doutes à ce sujet-là. Mais cette mémoire-là de 12 ans, elle demeure figée. Ça veut donc dire que malgré l'âge que moi je prends avec les années, cette mémoire-là demeure complètement limitée à l'expérience de 12 ans qu'elle a vécue. C'est ce qu'on appelle une mémoire limitative. Une mémoire limitative, c'est quelque chose qui est limité et au-delà du temps qui passe, cette mémoire-là demeure complètement limitée. Donc, vous comprenez que le travail de déprogrammation va consister justement à dégager cette programmation-là pour la libérer, pour lui permettre donc effectivement de mettre en évidence le potentiel évolutif qui est derrière la souffrance. Et moi, si j'ai vécu à l'âge de 12 ans une souffrance, je me suis donc empêché de pouvoir développer ce potentiel-là qui était en moi parce que je souffre. Et comme je me suis identifié à ma souffrance, je n'ai pas été capable d'accéder à l'évolution, au potentiel évolutif qui était derrière elle. Par la déprogrammation, je vais pouvoir donner l'occasion à cette énergie-là de me montrer son potentiel évolutif
et de constater que derrière cette souffrance que j'ai vécue à l'âge de 12 ans, se dissimule un grand potentiel d'évolution, un grand potentiel d'affirmation, un grand potentiel justement de quelqu'un qui a envie de prendre sa place, etc., que je n'avais pas accès auparavant. Donc, comprenez que la déprogrammation va permettre justement de me donner accès à ce qu'on pourrait appeler un potentiel évolutif. Pour faire référence à la mémoire limitative, on pourrait dire que la mémoire limitative, lorsqu'elle est libérée de sa limitation, elle devient expansive et évolutive. Elle me montre un chemin, un potentiel en moi que je n'avais pas accès et que je vais simplement apprendre à accueillir en moi pour lui donner l'opportunité de pouvoir maintenant devenir ce que je suis réellement. C'est ça qui est intéressant dans cette idée de la déprogrammation. Et les soins vont simplement supporter le travail qui va être effectué pour amener donc la mémoire à se dégager de ces limitations pour que moi, je puisse de plus en plus m'harmoniser à elle et de plus en plus être en paix avec elle. Donc, ça, c'était vraiment pour l'expérience de mon histoire personnelle. Maintenant, il est possible d'accéder à des expériences provenant de mon histoire familiale. Alors, de la même façon que je peux voyager dans ma propre histoire personnelle à moi, je peux voyager dans l'histoire familiale, donc l'histoire de mon père, l'histoire de ma mère, mais l'histoire aussi de mes arrière-parents, des parents plus lointains. Et ce qui veut donc dire que je peux, à travers ce voyage-là, constater que je peux effectuer un peu de la psychogénéalogie, c'est-à-dire de renouer contact avec les blessures de mes ancêtres qui peuvent, eux, avoir une interaction avec moi-même. C'est-à-dire que si je reprends l'image de 12 ans, de l'enfant de 12 ans qui s'est senti abandonné, mais peut-être que cet enfant qui s'est senti abandonné à l'âge de 12 ans a une résonance avec un arrière-arrière-grand-père qui aurait vécu un abandon de la même façon et qui aurait donc un certain lien psychique avec moi. Et je pourrais donc aller voyager dans cette mémoire de cet arrière-arrière-grand-père-là pour finalement comprendre que lui a vécu un abandon peut-être à une autre époque, à un autre âge que 12 ans, et que cet abandon-là a donc une résonance avec la mienne, et que le fait de devenir conscient de la résonance de cette expérience-là, de cet arrière-grand-père-là, me permettra de comprendre la raison d'être de cette perturbation-là, de son problème, et je pourrais de la même façon déprogrammer cet arrière-arrière-grand-père-là pour lui donner l'opportunité de se libérer, de se dégager de cette limitation avec laquelle il était. Alors, ça devient très intéressant, ce type de travail-là, parce que ça veut dire que je fais un travail sur cet arrière-arrière-grand-père-là pour, moi, me réapproprier quelque chose qui m'appartient. Je fais un travail sur mon arrière-arrière-grand-père pour le libérer lui-même d'une limitation. Donc, je fais un travail un peu comme un passeur d'âme à ce moment-là, puisque je donne la possibilité à cet arrière-arrière-grand-père-là de se dégager d'une charge émotionnelle, d'une blessure émotionnelle, d'un blocage qui l'empêchait d'évoluer possiblement. Et évidemment, dans un contexte familial, mes sœurs, mes frères, mes parents, etc., pourraient bénéficier de cette transformation-là que j'effectuerais, puisque la résonance ne serait plus la même. Donc, vous voyez que ça devient encore là très intéressant, ce type de voyage-là, qui pourrait s'effectuer donc avec les mémoires familiales. On pourrait se poser la question, comment va-t-on faire ça? Comment je vais faire pour… Parce que là, on a compris que je pouvais faire un voyage en moi. On pourrait faire un voyage chez Cédric. On pourrait faire un voyage donc dans moi ou chez Cédric dans notre histoire personnelle. On pourrait aussi le faire avec les mémoires familiales. Et comment va-t-on faire cela? C'est là qu'on comprend évidemment que c'est là que ça demande un entraînement, c'est que ça demande un entraînement puisqu'on prend conscience que par mon intention, par le biais du véhicule imaginaire, je peux voyager là où je le veux, là où je le désire. Les annales akashiques ne sont pas un lieu physique. Les annales akashiques, c'est un lieu, c'est une conscience vibratoire. Et que si moi, je veux communiquer avec mon histoire personnelle, par de l'entraînement, je peux le faire comme je le veux et comme je l'entends. Dans mon histoire familiale, de la même façon, je pourrais dire, tiens, je vais aller voir mon arrière-arrière-grand-père. Ah, tiens, je vais aller voir mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, ainsi de suite. On pourrait vraiment faire des voyages conscients dans la mémoire pour aller chercher de l'information, pour faire un travail de décodage, déprogrammation et soins qui permettrait de me réapproprier de plus en plus un équilibre avec moi-même parce que je me libérerais, me dégagerais dans mon histoire familiale et dans mon histoire personnelle, ce qui me permettrait de me réunifier à moi-même. Cette réunification, ça signifie quoi? Ça signifie que mon champ énergétique est de moins en moins dissocié et de moins en moins en résonance avec le passé et je suis de plus en plus dans une position d'unité avec mon être.
C'est ça qu'on doit rechercher en tant qu'être humain, hein. C'est ce travail d'unification avec soi-même qui fait qu'on gaspille ou on dépense de moins en moins d'énergie parce que quelque part, on est dans un état d'unité et on permet à l'énergie vitale qui est en soi de circuler d'une façon négantropique. Négantropique signifie sans usure, c'est-à-dire que l'énergie circule librement et fluidement dans son être à soi, ce qui veut donc dire qu'on augmente notre potentiel santé, puisque le corps ne vieillit pas aussi rapidement que quand on est dans une position entropique. Entropique signifie quoi? Ça signifie que mon champ énergétique est plein de friction et d'usure parce qu'il y a plein de tensions énergétiques. Ça ne veut pas dire que je suis malade. Ça veut simplement dire que mon corps est dans un état de friction, en état de tension. Et c'est là qu'il y a une usure qui se fait à notre insu, sans qu'on soit malade. On devient de plus en plus affaibli parce que l'énergie vitale est dépensée inutilement parce qu'on la gère mal. Alors, c'est là que ça devient intéressant de comprendre que par le biais de la pleine conscience intuitive, on peut faire des voyages en soi pour favoriser cette négantropie-là et se dégager justement des mémoires limitatives ou perturbatrices qui sont en soi, qui vont permettre donc de renouer contact avec cette fluidité énergétique qui va nous être favorable puisque notre corps va favoriser la santé de cette façon-là. Le troisième, l'autre aspect qui est très important, puis vous allez comprendre que ça touche des impacts importants, c'est lorsqu'on parle de la mémoire d'autres vies, puisque les mémoires d'autres vies signifient l'histoire de l'humanité, et que moi, je suis une antenne, et que cette antenne, elle vibre, elle résonne avec mon histoire personnelle, elle résonne avec mon histoire familiale, mais elle résonne aussi avec l'humanité tout entière, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité tout entière. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux faire des voyages dans l'histoire de l'humanité et constater que quand je fais ces voyages-là, quelle que soit l'époque que je vais voyager, dans laquelle je vais voyager, je vais constater qu'il y a des résonances qui vont s'effectuer entre moi et l'époque avec laquelle je suis. Par exemple, si je vais voir la Rome antique, je vais me mettre en résonance avec des mémoires d'autres vies associées à l'histoire de la Rome antique, de lesquelles je vais obtenir de l'information, encore une fois, de résonance entre moi et ces mémoires d'autres vies-là. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, par exemple, d'abandon. Je pourrais très bien voyager dans la Rome antique et constater qu'il y a des mémoires d'abandon qui sont présentes là, qui vont être en interaction avec moi et que je vais apprendre, donc par le biais du décodage, des programmations et soins, de libérer, de dégager. Donc, d'une part, moi, je me libère, mais en même temps, je permets à ces mémoires-là de se dégager, de se libérer. Donc, ce travail que je suis en train de faire est un travail sur moi, mais en même temps, il y a une implication sur la collectivité, puisque plus je libère la mémoire de l'humanité, plus je permets justement à cette mémoire de l'humanité de s'alléger, de se dégager. Et encore là, je fais un travail qui peut s'apparenter au passeur d'âme, puisque j'aide des mémoires. Des mémoires, qu'est-ce que c'est? C'est de la conscience de vie qui appartient à des êtres qui ont existé et que je fais un travail pour les libérer, les dégager, pour qu'ils puissent justement se fusionner avec le grand tout, pourrait-on dire. Et de cette façon-là, bien évidemment, j'allège ce fameux plafond énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je permets à ma conscience, mais aussi à la conscience collective de se libérer, de se dégager pour ainsi justement renouer contact avec ce lien que j'ai à développer avec cette sagesse universelle qui dépasse l'histoire humaine. Hein. C'est-à-dire que plus je suis dans l'histoire humaine, moins je suis capable d'accéder à cette intelligence-là. On l'a vu que par l'entraînement de la pleine conscience intuitive, on comprend qu'on peut développer une position de témoin. La position de témoin me permet de voyager tant dans moi que vers un partenaire que dans les annales akashiques, dans le savoir humain, pour être capable justement de prendre conscience que tout ce savoir-là a une raison d'être et que plus j'apprends justement à être conscient de la raison d'être des manifestations qui se présentent à moi, bien, plus je peux apprendre justement à devenir conscient de cela, à déprogrammer, à soigner pour que justement tout ça devienne de plus en plus unifié, de plus en plus équilibré, de plus en plus en alignement, pourrait-on dire, avec une voie ascendante et non pas une voie de résonance, hein, puisque la résonance, vous l'avez compris, moi, si je résonne avec vous, c'est parce que je me reconnais en vous et que vous reconnaissez en moi. Cette résonance-là, évidemment, elle est reliée à un bagage mémoriel, tout simplement, puisque deux êtres humains alignés vont pas résonner les uns avec les autres, ils vont simplement être en alignement l'un avec l'autre et ils vont créer une zone de partage dans laquelle ils vont pouvoir échanger mutuellement sans nécessairement raisonner entre eux quelque chose. À la résonance, qu'est-ce que c'est? C'est une dissociation, c'est-à-dire que je projette quelque chose sur une personne et l'autre personne projette quelque chose sur moi. Et là, on n'est plus dans une position de communication, on est dans une position
de perturbation, pourrait-on dire. Et cette perturbation, c'est un peu le principe de la loi d'attraction. La loi d'attraction repose sur le principe que deux êtres humains vont résonner l'un avec l'autre pour créer cette zone de perturbation-là, pour qu'il y ait un travail qui s'effectue, pour qu'il renoue contact avec la position de verticalité. La position de verticalité, la position d'authenticité, je dirais, où deux êtres humains sont capables d'être honnêtes et vrais avec l'un et l'autre, puisqu'ils ne sont pas en train de projeter des choses qui les éloignent, en fin de compte, de la vraie communication. Hein? Par exemple, si moi, j'attribue à quelqu'un, par exemple, que cette personne est colérique envers moi, parce que je fais de la projection, parce que j'ai toujours connu dans ma vie des êtres colériques, ben, je ne serai plus en mesure de communiquer avec la personne qui est devant moi de façon juste, puisque je vais être convaincu qu'elle est colérique, alors qu'elle ne l'est pas nécessairement. Alors, vous voyez que c'est ça un peu les processus qui vont nous éloigner justement de cette fameuse justesse dont je parlais et qui va faire qu'on ne va pas parvenir, donc, en quelque sorte, à avoir cette fameuse position de verticalité qui fait qu'on est dans une position favorable à une communication vraie et authentique avec nous-mêmes, d'une part, avec notre partenaire, mais aussi avec la collectivité. Parce que dans cette position de verticalité, on peut vraiment être dans une position où on peut envisager un monde complètement différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisqu'on est dans une position où on comprend les lois de l'univers différemment. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à appliquer les lois humaines, mais on cherche à comprendre qu'il y a des lois plus justes, qui sont plus universelles, et qu'on a peut-être envie de commencer justement à appliquer dans le monde. Et c'est là, évidemment, pour moi, que la transformation collective va pouvoir se faire, quand on va être vraiment capable de pouvoir développer cette fameuse position de verticalité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça que tu aurais à me transmettre, Cédric? Il y a pas mal de questions, il y en a pas mal aussi où auxquelles on a répondu. Il y a des questions sur la douleur physique. Est-ce que c'est possible, par exemple, en cas de, je vais prendre par exemple Anissa qui dit qu'il souffre de migraine, d'insomnie et de fibromyalgie. Est-ce que tu as des solutions au niveau douleur? Est-ce que c'est possible d'utiliser, en tout cas, cette méthode pour la libération de douleurs physiques? Bien sûr que le sujet de la conférence n'était pas nécessairement orienté dans cette direction-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté comme tel. Mais si on vient avec la notion du voyage chamanique, il faut comprendre que j'ai dit tantôt que Lucien Pop avait mis en évidence que le soleil émettait de la lumière et que les cellules du corps prennent la lumière et la respirent en fin de compte. C'est comme un genre de phénomène d'inspire et d'expire. Et qu'on peut observer que chez une personne, un champ énergétique autour d'elle, et ce champ énergétique-là qui se dégage de notre partenaire, c'est cette respiration biolumineuse, c'est-à-dire que les cellules du corps absorbent et émettent de la lumière. Donc, pour revenir sur le problème d'Anissa, bien évidemment, quand on observe une personne qui a des problématiques comme celles qu'elle décrit, bien c'est évident que son champ énergétique n'est pas en harmonie, n'est pas en état d'équilibre. Les cellules du corps vont refléter un état énergétique perturbé. Ça ne veut pas dire que la personne est malade. Ça veut juste dire quelque part qu'il y a des phénomènes de tension énergétique qui existent chez cette personne-là. Et ces tensions énergétiques-là, d'où elles viennent? Elles ne viennent pas, elles viennent de problématiques énergétiques, d'organes, de système nerveux, etc. Mais elles proviennent également de problématiques émotionnelles, psycho-émotionnelles, de mémoire. Et ces mémoires-là, effectivement, vont finalement avoir un impact sur l'énergie vitale et sur les organes, qui vont générer quelque part donc un état de santé moindre parce que justement, la personne ne parvient pas à trouver la paix autour d'elle-même, à trouver un équilibre, parce que justement, ces tensions-là qui sont présentes en elle, qui vont refléter ces problématiques-là. Donc ça, c'est une première chose que je dirais par rapport à ça. La question quelle était la question, en fait, plus précisément, parce que je ne la retrouve plus dans le chat. Par rapport aux douleurs physiques, est-ce qu'on peut utiliser donc cette méthode-là pour se libérer, pour la libération de douleurs physiques? Bien, premièrement, la douleur physique, c'est sûr que moi, ça m'interpelle, la douleur physique, puisqu'évidemment, ça nous ramène à la guérison et ça nous ramène au guérisseur. Alors, c'est certain que quand on parle du chamanisme, la première chose qu'on cherche à faire en tant que soignant, énergéticien, par exemple, c'est les soins énergétiques. Alors, les soins énergétiques, quand on est un énergéticien de façon générale, je dis bien, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais d'un point de vue général, l'énergéticien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre ses mains, il va transférer de l'énergie sur lui. Hein, par exemple, si moi, par exemple, je mets mes mains sur mon genou parce que je veux me soigner mon genou, je vais mettre mes mains sur mon genou et je vais simplement imaginer que je suis une antenne, la Terre et le ciel qui circulent à travers moi, et je vais transférer cette énergie-là dans le genou que je cherche à soigner. Alors, quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer?
Si je suis un soignant qui ne cherche pas à prendre conscience de ce qui anime le champ énergétique de mon partenaire ou de moi-même, je vais simplement mettre de l'énergie en me disant ça va me faire du bien. Et on a bien souvent raison. Simplement le fait de faire un travail énergétique sur soi ou de recevoir un soin énergétique, ça peut faire du bien. Et il y a beaucoup de gens, quelque part, qui vont ressentir les bienfaits de ça. Maintenant, quand on parle de problématiques comme la fibromyalgie, d'ailleurs, qui est un peu plus complexe parce qu'on sait que le soin énergétique peut faire du bien à une personne qui a atteint une fibromyalgie, mais si on va un peu plus loin, on va se rendre compte qu'à un moment donné, le soin énergétique ne va pas nécessairement tout régler. Il va y avoir des résistances qui vont exister. Pourquoi? Si je fais un soin énergétique sur une personne, si je faisais un soin énergétique sur 5 personnes devant moi, je constaterais que sur 5 personnes, si je suis attentif à comment la personne reçoit l'énergie vitale que je lui donne, il va y avoir des réactions et des résistances différentes pour chacune d'elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais un soin énergétique et que je suis conscient de la façon que mon partenaire reçoit l'énergie, je vais constater qu'il y a donc des réactions et des résistances qui sont présentes dans le champ énergétique de mon partenaire. Et si j'applique la pleine conscience intuitive, je prends le temps de mettre mon attention vers les résistances que j'observe pour me rendre conscient qu'il y a donc des mémoires qui sont associées aux résistances qui sont présentes et je vais chercher donc à comprendre la raison d'être des perturbations, à les déprogrammer et à les soigner de la même façon. Donc, vous comprendrez que quand on veut faire des soins par rapport à la douleur, c'est évident que le soin énergétique, d'une façon générale, quelles que soient les techniques, va faire du bien en général pour ce type de soins, de problématiques-là. J'invite d'ailleurs ceux qui ont envie de pratiquer l'enracinement, par exemple. C'est une pratique toute simple qui peut vraiment avoir un impact. Je pense à Anissa, entre autres. Ça pourrait avoir un impact sur sa santé si elle pratique l'enracinement tous les jours. Ce serait une façon de se soigner et en même temps de gérer quelque part, de commencer à développer une pleine conscience intuitive. Parce que qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive? C'est cette habileté que j'ai de reconnaître que je suis une antenne et que cette antenne-là, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut d'abord qu'elle reconnaisse que nous sommes reliés à une énergie tellurique que la Terre émet. C'est reconnu par la science maintenant, aujourd'hui. La Terre produit un champ électromagnétique. Ça veut donc dire que par le biais de mon imaginaire, je peux me relier à ce champ électromagnétique-là et m'imprégner de ce champ électromagnétique-là, de le faire remonter de mes pieds jusqu'à mon cœur, par exemple, et ensuite de faire descendre l'énergie du ciel vers mon sommet de la tête pour redescendre jusqu'à mon cœur et de faire en sorte que les deux énergies vont se réunir dans mon cœur. Pourquoi je vais faire ça? Bien, dans le processus de la pleine conscience intuitive, c'est exactement un élément clé. C'est-à-dire que quand je développe mon champ énergétique dans mon cœur devient, en quelque part, mon habileté à voyager en moi ou vers un partenaire ou même vers les annales akashiques, parce que mon cœur, c'est relié au thymus. Et c'est relié au système immunitaire. Alors, et c'est relié à l'amour, le cœur aussi. Alors, ça veut dire quoi l'amour? L'amour, c'est quand on dit je t'aime, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans ses bras quelqu'un puis on dit je t'aime. Quand je commence à porter mon attention dans mon propre corps et que cette lumière-là qui est dans mon cœur, que je la dévoile dans mon cœur, que je me déplace dans mon corps pour voir comment ça se passe dans mon corps, qu'est-ce que je vais constater souvent? C'est que cette lumière-là va mettre en évidence des ondes dans lesquelles je ne suis pas en état de fusion. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour moi-même n'est pas omniprésente en moi, même si je pourrais me dire je m'aime dans ma tête, dans mon corps, peut-être que mon corps va me montrer d'autres informations. Alors, je vous fais comprendre ici que quand on commence justement à développer la pleine conscience intuitive, on commence à aborder une autre réalité que celle que l'on pourrait qualifier de rationnelle, où on commence à voyager autour de soi pour se rendre compte que on a beau se dire en paix avec soi, peut-être que des zones dans notre corps qui ne sont pas en paix avec nous. Et ça, c'est pas une démarche rationnelle dont je vous parle, mais davantage une démarche où je vais constater que dans les voyages que je vais faire effectuer en moi, je vais simplement recevoir de l'information dont je n'étais pas nécessairement conscient et qui vont mettre en évidence des conflits, des zones de conflit qui sont en moi. Et le décodage des programmations et soins vont me permettre justement de rétablir cette harmonie-là. Alors, pour revenir sur la question de la douleur, les soins énergétiques vont être, la pratique de l'enracinement serait certainement quelque chose que je conseillerais donc pour première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la pratique des soins, d'utiliser nos mains pour vraiment faire des soins énergétiques vers les zones de douleur qui sont en soi. Ça serait une deuxième chose que je dirais. Et la troisième chose, certainement, c'est de développer la pleine conscience intuitive, donc décodage intuitif, déprogrammation et soins, pour commencer à développer une conscience de la raison d'être des douleurs qui sont présentes en soi et de commencer à faire un travail conscient sur la mémoire qui anime les perturbations énergétiques qui sont en nous.
Et de cette façon-là, ben, on risque de rétablir une plus grande harmonie avec soi parce qu'on va être capable de vraiment prendre conscience de la raison d'être des perturbations, prendre conscience de qu'est-ce qui doit être fait pour changer les situations, déprogrammer tout ce qui doit être déprogrammé au niveau des mémoires et le soin qui va être amplifié par le fait qu'on va être capable de dégager les mémoires justement à ce moment-là. Voilà. Tu parlais bien de soins. Sophie nous demande comment savoir si ça répare vraiment, que ça répare vraiment. Que ça répare vraiment, c'est ça? Par exemple, tu parlais de... Oui, mais ça, c'est une bonne question. Puis en même temps, c'est une question quand même qui est assez évidente. Si je vais voir un médecin, par exemple, qu'est-ce qui va faire que le médecin va me dire que je suis mieux, que je vais mieux? C'est qu'il va faire des évaluations. Le médecin, c'est ce qu'il va faire. Donc, moi, quand je fais une démarche sur mon genou, comment je vais faire pour savoir si je vais mieux? Je vais avoir un petit journal intime. Et ce journal intime-là va me permettre de faire un suivi sur moi-même. C'est-à-dire que si je fais une intervention sur mon genou, je vais prendre le temps de faire un dessin de ce que j'observe dans mon genou, de ma perception visuelle, auditive ou sensitive, que je vais chercher à transposer sous une forme de dessin dans mon journal intime. Je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, entends ou ressens. Je vais prendre le temps de questionner ce que je vois, entends ou ressens. Et je vais prendre le temps d'observer comment, après avoir fait le soin, je vais prendre le temps de refaire un autre dessin et avec de nouvelles informations pour pouvoir faire un genre de avant et après, pour déterminer de quelle façon que j'ai un impact sur mon genou quand je fais un soin. Alors, de cette façon-là, je vais pouvoir régulièrement revenir sur le soin, une fois par jour, une fois par semaine, bon, dépendant de la fréquence que je vais déterminer, puis je vais voir de quelle façon que j'ai un impact sur mon genou. Alors, évidemment, l'impact, de quelle façon je vais le mesurer? Premier, dans mon journal intime, je vais observer mon évolution, mais le plus important, ça va être quoi? Ça va être, est-ce que je me sens mieux à mon genou? Est-ce que j'ai moins de douleur? Est-ce que je sens une plus grande flexibilité, etc. Donc, il y a d'une part ma relation avec mon corps objectif, comment j'observe mon corps objectivement parlant dans ma réalité terrestre, et de quelle façon que dans mon monde subtil, j'observe les transformations se faire. Alors, si dans mon monde subtil, on me dit je vais beaucoup mieux, mais que dans mon concret, je vais beaucoup mal, ben, je vais demander à mon intuition de dire, regarde, tu me dis que ça va beaucoup mieux, mais dans la réalité terrestre, j'ai beaucoup plus mal. Donc, pourrais-tu m'expliquer pourquoi c'est comme ça? Parce que là, ça m'apparaît pas logique ce que tu me dis. Donc, vous voyez que c'est là qu'on va commencer à développer ce que moi j'appelle le discernement. Le discernement, c'est ne pas se laisser égarer par le fait que le monde subtil et moins intuitif nous dit des choses, parce que c'est pas parce qu'il nous dit des choses qu'il a une vérité absolue. Donc, on doit apprendre à développer un discernement pour déterminer jusqu'à quel point je peux lui faire confiance. Jusqu'à quel point je peux faire confiance aux perceptions intuitives qui sont en moi. Et c'est là que c'est comme ça que je vais pouvoir arriver à ce discernement-là. Voilà. Alors, on a plusieurs demandes. Du coup, on va prendre juste dans l'ordre. Mais déjà, il y a des questions pour savoir voilà, comment le faire concrètement. Alors, tu en as parlé un petit peu déjà, par exemple, avec l'enfant de 12 ans. C'est apporter de la tendresse avec le genou, avec l'intention. Donc, en fait, concrètement, c'est apporter ce dont la mémoire a besoin, si j'ai bien suivi, voilà, mettre en application. Ben là, on va aborder ça. Donc, évidemment, peut-être pour continuer dans cette notion du voyage chamanique, bien évidemment, le voyage chamanique va nous permettre donc de voyager, vous l'avez compris, dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale, dans mes modes d'autres vies. Puis évidemment, si on envisage l'idée de voyager encore plus haut que ça, plus haut que notre histoire de l'histoire de l'humanité, ça voudrait dire que je communiquerais avec quelque chose qui est une forme d'intelligence pure. Et cette intelligence pure-là, bien évidemment, on pourrait envisager que c'est un espace où les âmes se retrouvent, hein, où la conscience la plus subtile de mon être se retrouve. Et c'est là qu'on pourrait envisager de collaborer avec des guides. Alors, les guides, ça veut donc dire que je pourrais voyager dans cet univers subtil-là et communiquer avec des guides. Ces guides-là pourraient aussi collaborer avec moi pour voyager dans les mémoires d'autres vies, mes histoires familiales, mon histoire personnelle ou mon champ énergétique ou ma santé, pour être capable donc de faire un travail le plus riche, le plus complet possible. Alors évidemment, le guide, en quoi il va être utile, mais le guide va pouvoir effectivement m'amener dans des lieux de akashique pour faire un travail, pour m'accompagner, pour m'aider justement à faire un cheminement plus profond. Alors c'est comme ça qu'on va procéder à travers la démarche. Alors vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans la conscience qu'on effectue, et cette hiérarchie-là, évidemment, plus j'apprends à déprogrammer la mémoire, plus j'apprends aussi donc à me libérer quelque part des identifications qui pourraient m'empêcher d'accéder à ce travail avec les guides. D'accord? C'est ça un peu que j'avais envie de vous préciser à ce niveau-là. Maintenant, d'une façon pratique, comment peut-on arriver à faire cela? Ben, je vous dirais que la pratique est essentielle.
Hein, moi, j'ai vu des gens qui ont suivi un week-end d'enseignement que je donnais et avec un week-end d'enseignement, on peut déjà faire pas mal. Mais si on ne pratique pas, on ne va pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas développer l'outil d'une façon avec une aisance. C'est un peu comme le jogging. Si moi, je veux faire du jogging, je veux faire un marathon, ben inévitablement, il va falloir un jour ou l'autre que je pratique, que je m'entraîne et que j'arrive à un état de confort dans une longue distance pour que je me lance dans un marathon. Donc, si je pratique ce type de travail-là et que je pratique régulièrement, je risque de développer des habiletés beaucoup plus grandes que quelqu'un qui ne pratiquerait pas beaucoup. Donc, maintenant, comment on va faire ça? Alors, tantôt, je vous ai parlé de la pratique de l'enracinement. Donc, la pratique de l'enracinement, il y a plusieurs façons de la faire. Dans la pleine conscience intuitive, l'essentiel, il faut toujours se rappeler, c'est je veux être pleinement conscient. Ça veut dire quoi? Si je me mets en relation avec mes pieds et que je me mets en relation avec l'énergie de la Terre qui circule dans mes pieds, pour être pleinement conscient, je dois comprendre que l'énergie de la Terre qui circule dans mes pieds a un impact sur mes pieds. Cet impact-là, je pourrais me dire, ben non, ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'impact. Ou, ben non, l'énergie de la Terre circule dans mes pieds, il n'y a pas de problème. Mais si je prends la position de témoin et que j'observe de quelle façon que l'énergie de la Terre se propage dans mes talons, sur la plante de mes pieds et dans mes orteils, je vais commencer à développer une pleine conscience de l'enracinement. La pleine conscience de l'enracinement, c'est pas tant que l'énergie de la Terre circule dans mon pied que je définisse de quelle façon que cette énergie de la Terre circule, est reçue par mes pieds. Ça veut donc dire que même si moi j'ai une bonne volonté de dire je veux m'enraciner, j'accepte l'idée que mes pieds pourraient me dire ben moi je ne veux pas être enraciné. Ça devient intéressant. Hein, ça peut paraître absurde comme je le présente, mais ça devient intéressant parce que ça veut donc dire que la vie qui est en moi n'est pas dirigée par ma volonté cérébrale, mais est animée par une conscience qui me dépasse et que si j'accepte de tendre la main à cette conscience qui me dépasse, ben, ça veut donc dire que le travail d'enracinement que je suis en train de faire est un travail d'enracinement dans lequel je pratique la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que je prends conscience que l'énergie de la Terre qui circule dans mes pieds, dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, ainsi de suite, elle est en relation avec une façon que moi j'ai de la recevoir, cette énergie-là, et que mon travail va consister à accompagner l'énergie de la Terre pour qu'elle puisse circuler le plus librement possible de mes pieds jusqu'à mon cœur, et que par la suite, je fasse la même chose avec la démarche de la relation avec l'énergie du ciel, où je fasse venir l'énergie du ciel, une lumière blanche, par exemple, sur mon corps, mais qu'encore là, cette lumière blanche, de quelle façon que ma conscience va la recevoir? C'est ça qui est la pleine conscience intuitive. C'est pas de simplement dire, ben voilà, j'ai reçu la lumière blanche, ça circule à travers moi, puis c'est merveilleux. Là, on n'est pas dans la pleine conscience intuitive, on est dans la pensée magique. La pensée magique consiste en quoi? Elle consiste à croire que parce que je me mets en relation avec l'énergie du ciel, elle va circuler en moi sans aucun heurte et sans aucun obstacle. Et ça, c'est de la pensée magique parce que ça veut donc dire qu'on est à l'aveugle. On part du principe, par une croyance, que l'énergie du ciel va circuler librement en moi, sans aucune heurte. Alors que si je le fais en pleine conscience intuitive, je reconnais que la lumière va circuler en moi, puis de quelle façon qu'elle va circuler en moi, de quelle façon que je vais la recevoir, de quelle façon que je peux l'accompagner. Et c'est là qu'on commence à développer une relation vivante avec la terre et le ciel. Et c'est là qu'on commence à aborder vraiment le travail de pleine conscience intuitive. Ça veut dire que la pratique de l'enracinement, on a beau la faire chaque jour ou plusieurs fois par jour, jamais elle est identique. Pourquoi? Parce que je le fais en pleine conscience intuitive. Je le fais en reconnaissant que je suis vivant et que parce que je suis vivant, la terre et le ciel amènent de la vie en moi différemment. Elle me fait voir que ma façon de vivre, ma conscience, elle est vivante dans tout mon être. Elle me fait comprendre que plus l'énergie de la terre et celle du ciel circulent en moi, plus mon corps apprend justement à mieux accompagner cette vie-là qui est en moi, et plus j'apprends à développer une position de témoin, où la vie, où mon antenne devient de plus en plus vibrante, où l'énergie de la terre et celle du ciel circulent de plus en plus librement dans mon corps. Et c'est comme ça que je peux être une position de témoin. Plus j'arrive à développer cette pleine conscience intuitive-là, dans mon propre enracinement, plus je commence à vraiment prendre conscience de quelle façon que je peux faire des voyages dans mon propre corps ou dans un partenaire ou dans les années akashiques à ce moment-là. Donc, la première étape, c'est la pratique de l'enracinement. Moi, je vous encourage de pratiquer au moins 7 jours la pratique de l'enracinement, de noter dans un journal intime ce que vous expérimentez, ce que vous vivez, pour voir effectivement quels sont les impacts de cette pratique-là sur 7 jours. Après avoir fait cela, la pratique d'enracinement, c'est que la terre et le ciel vont amener dans mon cœur une forme de soleil rayonnant et lumineux.
Ce soleil illuminant et lumineux va me permettre de faire des voyages en moi. Par exemple, mon soleil, je pourrais le diriger vers mon genou et la lumière de ce soleil-là va donc illuminer mon genou et va me faire voir des images, des sensations et des mots dans mon genou. C'est là que je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens, que je questionne, déprogramme, soigne. OK? Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va se faire. Si je le fais sur Cédric, même chose, je pourrais me mettre en relation avec son genou. Donc, de mon soleil, je vais mettre de la lumière dans son genou. Je vais avoir des images, des sensations, des mots que je vais prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer, soigner de la même façon. Donc, vous voyez que le travail de la pleine conscience intuitive, c'est vraiment d'apprendre à jouer avec ce soleil rayonnant lumineux dans notre cœur pour le diriger vers soi-même ou vers un partenaire. Ou encore, si je dis, je voudrais aller voir une mémoire de mon histoire personnelle, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soleil-là va simplement émettre sa lumière là où elle doit se diriger pour se relier à cette mémoire d'autres vies, de mon histoire personnelle ou une histoire familiale ou une mémoire d'autres vies. Et là, on commence à comprendre que c'est plus une technique. On commence à comprendre que le processus intuitif va nous amener par notre travail de collaboration avec lui, va nous amener à prendre conscience qu'on n'est plus dans la technique, on est dans une forme de confiance intuitive dans laquelle on apprend justement à voyager dans un univers qui n'appartient pas à l'espace-temps et qui nous permet donc, par le biais du support imaginaire, de pouvoir voyager là où on le désire, là où on le veut et d'accéder à la connaissance d'une façon large et très vaste finalement. Et tout ça se fait pas par des techniques, elle se fait à travers ce processus intuitif que je vous ai nommé décodage, déprogrammation et soins. C'est-à-dire que c'est simple, une simplicité extrême, pourrait-on dire, mais c'est tellement simple qu'on aime bien se casser la tête pour briser cette simplicité-là. Parce que la simplicité, elle nous ramène à quoi? Elle nous ramène à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Elle nous rappelle finalement que nous sommes reliés à une forme d'intelligence qui est beaucoup plus grande que la nôtre et qui nous fait peur depuis le début des temps. Parce qu'on a toujours essayé de lui donner des images. On l'a nommé Jésus, Bouddha, etc. Pourquoi? Parce qu'au-delà de Jésus ou de Bouddha, il y a quelque chose de plus grand. Et c'est ce plus grand-là qui nous fait peur. Parce que c'est plus facile de ramener ça à idolâtrer, par exemple, Jésus, que de s'ouvrir à cette forme de sagesse et d'intelligence qui est plus grande que soi. Pourquoi? Parce que cette intelligence qui est plus grande que soi, elle nous ramène à une forme d'abstraction. Elle nous ramène à une forme de sagesse intelligente qui n'appartient pas à une forme humaine, qui n'appartient pas à une forme terrestre. Elle appartient à quelque chose qui est plus grand que soi. Et tout le processus, les grandes démarches spirituelles, dans tous les grands mouvements spirituels de toute l'histoire de l'humanité, en quelque part, puis encore aujourd'hui, on va retrouver très fréquemment ce processus, justement, de désidentification humaine qui va nous amener progressivement à accéder à un état. Cet état-là, quelque part, nous permet de communiquer, de pouvoir expérimenter, justement, cette forme de conscience élevée, hein, dans laquelle on sent une forme d'harmonie, une forme d'unité avec un grand tout. Et dans ce grand sentiment d'unité-là, souvent, il y a comme des prises de conscience, des révélations qui s'effectuent, parce qu'on est dans une position où il y a un savoir intelligent qui nous habite complètement, totalement, et c'est ça que les grands maîtres spirituels vont expérimenter fréquemment. Donc, vous voyez que c'est ça un peu globalement la pratique, hein, en fin de compte, c'est que ce soleil rayonnant lumineux va se diriger dans des régions vers soi-même, vers un partenaire, vers ces univers-là. Et évidemment, la déprogrammation va consister justement, par le biais de l'imagination, à donner, à jouer avec notre imaginaire pour prendre conscience qu'on donne, on peut donner, transmettre de l'information à notre genou, au genou de notre partenaire, ou encore des mémoires qui se retrouvent dans les mondes, dans les annales cachées. Alors, ce processus-là va se faire, me fait penser, moi, en fait, aux appareils quantiques, de thérapie quantique. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, mais si vous en découvrez un, à un moment donné, vous allez constater qu'en physique quantique, on met beaucoup en évidence cette notion qu'il est possible de donner de l'information au corps humain. Par exemple, la vitamine E, par exemple, ben, dans des appareils de thérapie quantique, on va retrouver l'information vitamine E dans ces appareils-là, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à capter une signature électromagnétique de la vitamine E et ils sont capables, par l'appareil, de transmettre cette vitamine-là vers le corps humain. Donc, de la même façon que cela, on fait la même chose. Nous, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un appareil de thérapie quantique et on est capable, par notre capacité justement d'imaginer, on est capable de se syntoniser avec des fréquences électromagnétiques, être capable de les syntoniser pour ensuite les transposer. Alors, on peut donc donner à notre corps ou celui d'un partenaire des informations qui vont faire que justement, ce qui était limité puisse se libérer, se dégager et qu'on puisse accéder donc à une forme de libération, une forme d'harmonisation de plus en plus importante à prendre forme. Et les techniques de soins,
mais c'est des techniques de soins qui vont s'apparenter beaucoup aux techniques de soins qu'on retrouve chez les guérisseurs de façon générale. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser nos deux mains, on va accepter l'idée que de notre cœur, ben, l'énergie est émise vers nos mains, et de nos mains, ben, on va la diriger vers soi ou vers un partenaire, ou encore là, vers une mémoire. Mais on pourrait très bien aussi le faire sans les mains. C'est-à-dire que je peux très bien, par ma conscience, très bien faire ça sans mes mains. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça sans nos mains? Ben, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut utiliser nos mains pour donner de l'énergie à quelqu'un. Mais on sait très bien, quelque part, qu'on n'a pas besoin de nos mains. Il suffit simplement d'avoir une intention de diriger l'énergie vers une personne pour lui donner cette énergie-là, tout simplement. Alors, vous comprendrez que les mains vont être un support qui va nous sécuriser, mais c'est évident qu'on peut très bien le faire. Puis il y a des recherches d'ailleurs qui l'ont démontré, hein, il y a des gens qui ont fait par exemple, par la prière, tout simplement, donc peu d'utilisation de mains. Ils ont simplement prié pour des plantes et fait des actes de prière sur des plantes. Et ils ont observé que ces plantes-là bénéficiaient de croissance beaucoup plus élevée que des plantes qui ne bénéficiaient pas de ces prières-là, par exemple. Donc, c'est pour un exemple pour vous montrer justement que le travail énergétique, c'est quelque chose, évidemment, qui se fait à travers cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de reconnaître que je suis une antenne. Et cette antenne-là, ben, elle est emmagasinée, elle emmagasine de la lumière. Et cette lumière-là, bien évidemment, par mon intention, ben, je peux effectivement diriger cette lumière-là vers mon corps, vers des régions de mon corps, ou vers un partenaire, ou vers des mémoires pour les libérer, pour permettre justement une plus grande harmonisation de se faire. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, Cédric. Oui, enfin déjà c'est très clair et puis justement cette pratique, on va pouvoir la mettre en place pendant les 3 ateliers qu'on propose suite à cette conférence, donc sur la pleine conscience intuitive et le voyage dans les annales akashiques. Si tu veux bien nous en dire un tout petit peu plus. Oui, ben c'est ça, il y aura 3 ateliers, donc 3 ateliers qui vont durer à peu près 2 heures chacun, à peu près. Donc, l'atelier 1, c'est un atelier donc d'introduction à la pleine conscience intuitive. Alors, la pleine conscience intuitive, vous l'avez bien compris, c'est de développer la pleine conscience intuitive, donc de prendre conscience qu'effectivement, quand je voyage en moi, je voyage avec un partenaire, je voyage dans les annales akashiques, de savoir qu'est-ce qui se passe. Pas le faire dans un contexte d'aveugle. Hein, quand on fait, par exemple, souvent des soins énergétiques, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On dit, ben, j'ai envoyé de la lumière, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Dans l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de prendre conscience que toute action thérapeutique que l'on effectue dans notre propre champ ou dans celui de partenaire, c'est d'être capable de reconnaître effectivement qu'il y a un processus, une réponse qui s'effectue. Si j'envoie de l'énergie sur mon genou, bien, mon genou réagit à ça. Donc, de devenir conscient de cette réaction-là, c'est ça qui va être la clé de la pleine conscience intuitive, c'est d'être capable donc de combiner décodage intuitif, déprogrammation et soins. Donc, dans l'atelier 1, on va vraiment explorer donc, cette technique-là, quelque part, pour comprendre de quelle façon qu'elle fonctionne, en cherchant à l'appliquer donc d'une façon très précise sur soi, hein, avec une problématique très précise qu'on va aborder tant au niveau énergétique qu'au niveau psycho-émotionnel ou spirituel. Et on va aussi donc définir un petit peu qu'est-ce que c'est que les annales akashiques pour en comprendre justement les applications. Puis, à travers les 3 ateliers, on va chercher donc à mettre en évidence de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut s'appliquer dans les diverses applications des annales akashiques. Donc, on va explorer donc dans l'atelier 1 l'application énergétique et psycho-émotionnelle. Dans l'atelier 2, on va davantage approfondir la notion du voyage chamanique, où on va davantage à ce moment-là explorer la nature psycho-émotionnelle, donc notre histoire personnelle, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. On va plus aborder cet aspect-là dans l'atelier 2. Dans lequel, évidemment, donc, on va aussi explorer la notion du voyage chamanique avec les personnes décédées, hein, puisque on l'a bien compris ici que les personnes décédées, à quelque part, sont des êtres qui ont des expériences mémorielles et quelquefois, bien évidemment, ces personnes décédées ne parviennent pas justement à se dégager de problématiques émotionnelles qu'ils ont pu vivre dans leur histoire passée. Et donc, par le voyage chamanique, on peut faire un travail de décodage, déprogrammation et soins pour les dégager et les libérer. Donc, l'atelier 2 va consister un petit peu à faire cela. Et l'atelier 3, on va l'aborder davantage de façon plus collective, c'est-à-dire de prendre conscience de quelle façon que ces voyages-là peuvent être effectués pour faire un travail sur les problèmes de l'humanité. Les problèmes de l'humanité dans lesquels on est toujours impliqué. Hein, c'est-à-dire que moi, si je fais un voyage, par exemple, sur la guerre dans le monde, ben, c'est un thème très, très vaste, la guerre dans le monde, hein, mais je pourrais faire un travail de voyage chamanique et de déprogrammation sur la guerre dans le monde en constatant que cette guerre-là dans le monde, ben, elle est en résonance avec moi pour commencer. Donc, un travail que je peux faire sur moi et je peux faire un travail également sur cette problématique-là plus collective et à travers ça, ben, cheminer moi en tant qu'individu face à ce problème-là, mais aussi avoir un impact collectif
sur cette problématique légalement. Alors, c'est des choses comme ça qu'on va chercher à faire dans cet atelier 3-là. Évidemment, le travail des guides qui va être beaucoup plus approfondi dans cet atelier 3 aussi, puisqu'on va apprendre donc à vraiment prendre conscience de quelle façon que les guides peuvent collaborer avec nous pour faire un travail de pleine conscience intuitive et de faire un genre de retour sur tout ce qui aurait été vu dans les deux premiers ateliers pour comprendre de quelle façon que le guide pourrait être utilisé pour travailler sur toutes ces sphères-là du voyage chamanique, c'est-à-dire tant dans l'aspect énergétique que dans l'aspect psycho-émotionnel, que dans les mémoires d'autres vies, mémoires familiales, les personnes décédées aussi. Vous voyez, il y a plusieurs aspects qui vont être vus et les guides vont être utilisés pour approfondir chacun de ces domaines-là. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va voir dans les 3 ateliers, nous permettant donc à la toute fin de maîtriser un petit peu plus ce processus de voyage chamanique et de déprogrammation, puisqu'on a vraiment compris toutes les applications. Et puis, évidemment, par la suite, vous allez pouvoir pratiquer. Et c'est ça un peu l'objectif. En pratiquant, vous allez apprendre à développer une aisance de plus en plus importante par rapport à cette méthode-là. Voilà. Et donc, vous pourrez retrouver ces 3 ateliers qui sont en direct et vous aurez aussi les replays. Donc, si vous ne pouvez pas assister au direct, ils seront disponibles en replay par la suite. Et vous pourrez trouver les infos juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Et justement… J'ai peut-être un petit quelque chose à dire parce que je vois qu'il y a une question qui est là qui m'interpelle. C'est peut-être pas une question, en fin de compte, c'est un commentaire. C'est Anna qui dit bulle de protection, ancrage, se centrer et demander l'autorisation au guide de l'Akasha. Alors, ça, c'est un commentaire sur lequel je voudrais juste intervenir parce que c'est un commentaire qui est intéressant parce que bulle de protection. Pourquoi une bulle de protection? Demander l'autorisation au guide. Pourquoi demander l'autorisation au guide? Ouais, quand je vous parle de pleine conscience intuitive, la pleine conscience intuitive ne propose pas des démarches non conscientes. Faire une bulle de protection, pourquoi? Ah, ben parce qu'il faut se protéger. Pourquoi il faut se protéger? Ah, ben parce qu'on nous a dit qu'il fallait se protéger. La question, quelque part, c'est pourquoi se protéger? Si moi, j'accepte l'idée que je suis une antenne et que cette antenne, elle vibre de partout, et à quelque part, je reconnais justement que cette notion de protection, elle reflète quoi? Elle reflète ma propre peur. Ma propre peur à quoi? Ah ben parce qu'il y a des entités négatives dans cet univers subtil-là. Il y a des choses négatives, des choses méchantes, des choses pas gentilles. Mais pourquoi elles sont pas gentilles? Ah ben je sais pas, elles sont pas gentilles parce que c'est pas gentil, c'est tout. Et puis, mais si on explore cet univers subtil-là et qu'on va voir ces énergies qui sont dites pas gentilles, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir des êtres de souffrance. Des êtres de souffrance, tout comme moi, je peux être souffrant, comme Cédric, comme tout être humain peut souffrir. Si moi je juge cette souffrance-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, elle n'est pas gentille, cette énergie-là, parce qu'elle est en colère. Ah oui, mais pourquoi elle est en colère? Ah, ben, elle est en colère parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, ça a amené la douleur, mais elle est méchante parce qu'elle est en colère, il ne faut pas être en colère. Ben oui, mais moi, si je prends conscience pourquoi elle est en colère, peut-être que je vais comprendre pourquoi elle est en colère et je vais peut-être avoir envie de lui donner quelque chose pour qu'elle ne soit plus en colère, qu'elle se dégage, qu'elle se libère de cette souffrance-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que la pleine conscience ne consiste pas à partir sur des concepts arrêtés, cette fameuse notion de bulle de protection. Je comprends pourquoi cette notion de protection-là, elle existe, hein? Mais je pense qu'il y a un danger à se protéger de quelque chose dont on ne sait même pas de quoi il s'agit. Quand on commence à comprendre que cet univers-là, quelque part, la souffrance, c'est un reflet que moi, je suis en résonance avec des choses avec lesquelles je travaille. Hein, c'est-à-dire que si je me mets en relation avec une énergie qui est très sombre, mais peut-être que cette énergie très sombre, elle reflète quelque chose qui est sombre en moi. Et si je prends le temps de me mettre en relation avec cette énergie-là, de ne pas la juger, de prendre le temps de comprendre sa raison d'être, ben je risque de lui donner ce qu'il faut pour qu'elle puisse justement changer d'état. Et je suis dans une position de créativité à ce moment-là, et je ne suis pas dans une position de protection, je suis dans un processus de conscientisation de ce que je suis en train de travailler pour amener donc une libération. Et ça, je pense que c'est très important de bien cerner cette différence-là. Et l'autre chose, demander l'autorisation au guide. Mais pourquoi demander l'autorisation au guide? Et qui sont ces guides avec qui on va demander l'autorisation? Est-ce qu'on sait à qui on a affaire? Encore une fois, la démarche de la pleine conscience intuitive n'est pas de commencer à demander l'autorisation à qui que ce soit, c'est de développer une conscience. La conscience, c'est que si moi je travaille avec un guide, le guide doit être capable d'avoir une relation juste avec moi. Une relation juste, ça signifie quoi? C'est-à-dire que le guide doit être capable de me donner leur juste sur ce que je lui demande comme information.
et que s'ils ne me donnent pas leur juste, ça veut dire que je ne peux pas lui faire confiance. C'est comme un ami. Moi, si je veux faire, j'ai une relation amicale avec quelqu'un, ben, je m'attends que cette personne-là, qui est un ami, soit capable de me donner leur juste, soit capable d'être vrai, soit capable d'être authentique, soit capable de m'accompagner et de me dire en quoi il peut m'accompagner et en quoi il ne peut pas m'accompagner. Alors, si je commence à m'illusionner par rapport à un guide, en imaginant que ce guide-là, c'est tout, il connaît tout et que je dois lui faire confiance à tout prix, je suis en train de sombrer dans ce que moi j'appellerais le dogme religieux. Le dogme religieux me laisse croire que le guide doit être un être de sagesse inestimable et il doit être toujours dans la vérité. Ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, je dois vérifier ça. C'est-à-dire que si je travaille avec un guide, je dois m'assurer que le guide va être capable de me donner leur juste, va être capable de me transmettre de l'information juste. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est un guide, c'est sûr que oui. Oui, mais qui est ce guide-là? Comment fait-on pour savoir qu'un guide est juste ou n'est pas juste? C'est là qu'on en ramène à cette notion de pleine conscience intuitive, c'est-à-dire qu'on doit prendre conscience que dans ce monde subtil-là, on peut facilement perdre la position de témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un guide qui se présente à moi pourrait ne pas être dans une forme de justesse, parce que je pourrais projeter dans ce monde subtil-là des informations qui pourraient m'éloigner de la justesse. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, parce que j'ai des croyances, me mettre en relation avec un guide qui me dirait que je dois, par exemple, constamment être dans la paix et jamais m'affirmer, par exemple. Et ce guide-là, finalement, me reflèterait simplement cette croyance que j'ai qu'il ne faut pas que je m'affirme. Alors, vous voyez que là, on tombe dans des pièges. Ces pièges intuitifs-là, finalement, nous éloignent de la pleine conscience intuitive. La pleine conscience intuitive nous propose justement le questionnement. Questionner les perceptions intuitives, questionner qu'est-ce qui nous est donné comme information pour ne pas rien prendre comme du content, je dirais. De toujours finalement être capable d'arriver à un discernement. Le discernement, c'est que je comprends pourquoi on me dit telle chose et je suis donc dans une position de responsabilité par rapport à ce qui m'est donné comme information, le guide en question, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair ou je suis en train de m'égarer, mais Cédric, tu vas peut-être me reprendre, donner l'heure juste. Écoute, c'était très clair, justement, j'allais partir sur une question comme ça. Et Okay. du coup, tu as très bien répondu. Et Marie-Laure, sinon, nous demandait, parce qu'on a parlé de mémoire, qu'il y a plusieurs mémoires, et elle voudrait savoir comment, justement, savoir si on est dans la mémoire collective, sur la mémoire d'autrui ou sur sa propre mémoire, notamment quand elle accède à des informations pendant son sommeil. Pendant son sommeil. Donc, premièrement, ça, c'est une question déjà importante. Le sommeil, ça signifie, par exemple, que le lendemain matin, on va se réveiller et on va peut-être avoir un souvenir de ce sommeil-là, de ce qu'on a eu comme information pendant le sommeil. On va prendre notre journal intime, on va noter qu'est-ce qui s'est passé pendant notre rêve, la prise de conscience qu'on a eue, et on pourrait faire à ce moment-là un travail de pleine conscience intuitive où on reprendrait contact avec l'événement intuitif qu'on a eu pendant le sommeil et on pourrait décrire ce qu'on voit en temps et ressent, questionner, déprogrammer, soigner. Donc, on revient encore à cette notion que l'imaginaire devient le véhicule. Je me souviens de quelque chose que j'ai fait pendant mon sommeil. Par exemple, j'ai un exemple, j'ai capté quelque chose de très sombre, par exemple, qui m'a amené à vivre une tristesse. C'est pas très clair. Je vais prendre le temps donc de faire un travail de pleine conscience intuitive, je m'enracine. Je vais ensuite dégager ma lumière dans l'endroit où je me sens triste, par exemple mon plexus solaire, et je vais mettre de la lumière dessus, et je vais voir apparaître à ce moment-là quelque chose de très sombre. Et ce très sombre-là va m'amener à prendre conscience qu'il y a un sentiment de vide parce que j'ai l'impression que tout ce que je touche ne fonctionne pas, que j'arrive à rien. Je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, questionner, déprogrammer pour transformer tout ça. Et vous allez voir que tout doucement, ça va vous amener à une prise de conscience beaucoup plus grande et beaucoup plus importante de ce que vous avez capté. Maintenant, pour revenir à la deuxième question qui était là, qui était comment je vais faire pour savoir si c'est mon histoire personnelle, des mémoires familiales ou des mémoires d'autres vies, par exemple, ben ça va être assez simple. Hein? Je vais, par le questionnement, je vais pouvoir questionner carrément l'information en me disant, OK, information, tu me donnes telle information. Est-ce que c'est en relation avec mon histoire personnelle? Et si c'est en relation avec mon histoire personnelle, peux-tu me mettre en relation avec la mémoire de l'événement en question? Par exemple, l'âge de 12 ans, quand je me suis senti abandonné. Ou si c'est une mémoire familiale, peux-tu me mettre en relation avec la mémoire familiale qui est en relation à cela? Par exemple, mon arrière-arrière-grand-père, etc. Si une mémoire d'autre vie, peux-tu me mettre en relation avec une mémoire d'autre vie qui me donne de l'information associée à cela? Par exemple, pendant la romantique, cet individu qui s'est senti abandonné. Donc, on voit ici que par le questionnement, on arrive à préciser les choses. Et c'est important, ce questionnement-là. Parce que trop souvent, on a l'impression, mais comment je vais faire?
ben, tu vas prendre le temps de questionner l'information intuitive et tu vas faire confiance au processus intuitif qui, lui, va te guider dans cet univers-là. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'on n'a pas appris à faire ça, nous, en tant qu'être humain, parce qu'on a appris, nous, à reconnaître qu'on était le patron à bord. Le patron à bord, c'est vrai qu'on est le patron à bord, mais en même temps, ça n'est pas tant que ça. On est en partie quelqu'un qui a un certain rôle à jouer dans sa propre vie, mais c'est évident qu'on est en étroite relation avec quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et que quand on apprend justement à faire confiance au processus de vie qui nous dépasse, ben c'est là qu'on commence à se rendre compte que ce processus de vie-là peut nous tendre la main et peut nous guider dans un nouveau cheminement de vie qui va nous enrichir puis va nous guider dans le processus qu'on cherche à développer dans notre vie dorénavant. Je ne sais pas, j'ai bien répondu à la question, je crois que oui, mais... Oui, c'était très clair. Et puis justement, il y a beaucoup d'informations, d'influences qu'on reçoit un petit peu de toutes parts. Et Sandra voudrait savoir si ces influences produites, en tout cas par les médias, ne viennent-elles pas interférer en tant que pollution avec nos propres informations que l'on reçoit. Pourtant, il faut bien s'informer pour rester connecté à ce qui se passe dans le monde. Ben, c'est un reflet. Hein. En fin de compte, l'Internet, pour moi, est un beau clin d'œil par rapport à tout ce que je viens de nommer aujourd'hui, parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il fait dans le monde terrestre? Il fait que reproduire ce qu'il connaît, le monde subtil, à son insu, bien souvent. Et l'Internet, je pense, est un reflet de cette matrice, de cette pollution mémorielle dont il est question. Les fake news, par exemple. Les fake news, qu'est-ce que c'est? Ben, quelque part, c'est dans ce monde subtil-là, il y a des fake news à tous les instants, à tous les moments. Pourquoi? Mais parce que nous-mêmes, on les juge. Et quand on commence à avoir une mémoire qui se présente à nous avec un certain regard, qui a l'air, par exemple, juste sombre, on peut très vite juger ce regard sombre en disant c'est pas gentil, donc on va rejeter cette information-là. Donc, on vit dans un monde où on a beaucoup défini la notion du bien et du mal, par exemple. Dans le monde subtil, j'entends. Hein, on a défini le bas astral, le haut astral. Hein, il y a des bonnes entités, des mauvaises entités. Dans le monde de la vie terrestre, on fait un peu la même chose. Hein. Il y a des bons puis des méchants. Il y a des bons. Et les nouvelles, finalement, qu'est-ce qu'elles nous reflètent? Elles nous reflètent effectivement cette notion de bon et de méchant. Hein. On va avoir des transmissions d'informations qui vont nous donner des informations plus ou moins justes par rapport à des situations politiques, des situations internationales, etc. Donc, c'est bien évident que nous, en tant qu'être humain, on doit avoir cette position de témoin, justement, une position de témoin qui nous permet d'être capable de développer une propre expertise à l'intérieur de soi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Cette propre expertise-là, c'est être capable de renouer contact avec une force intérieure qui nous amène à avoir un regard sur la vie qui ne répond pas simplement à un regard donc de ce que l'être humain nous transpose hein, par rapport aux journaux, par rapport aux nouvelles, etc., mais qu'on est capable de développer une conscience justement d'une position juste. La position juste, c'est la position, pour moi, de reconnaître qu'il existe un monde subtil et de reconnaître qu'il existe un monde terrestre. Et on pourrait dire, ben, le monde terrestre est une illusion. C'est peut-être vrai, mais on vit dans cette réalité-là. Donc, on doit, en tant qu'être humain, se réaliser dans ce monde terrestre-là en reconnaissant justement toutes les manipulations qui peuvent exister. Ces manipulations-là, quelque part, qui peuvent nous éloigner de notre chemin. Parce qu'il faut bien comprendre que la société, dès la naissance, hein, en tant qu'enfant, on se fait donner l'information par nos parents. Ensuite, on va à l'école, on se fait donner des informations par nos enseignants, et ainsi de suite. Tout au long de notre vie, on est, entre guillemets, programmé par un certain nombre d'informations qui nous ont transmises et qui peuvent nous éloigner de notre centre, de notre essence fondamentale. Alors, tout le processus de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre à renouer contact avec cette essence fondamentale qui est en nous pour lui permettre d'émerger plutôt que de se laisser engouffrer par ce monde extérieur-là. Parce que le monde extérieur, c'est le reflet de cette matrice dont j'ai parlé tantôt. Donc, tout le système d'information dans lequel on se retrouve actuellement avec l'Internet, entre autres, c'est merveilleux. Puis en même temps, quelque part, c'est horrible. C'est horrible parce que le nombre d'énergie, de communication, de mots qui sont dits inutilement et qui amènent absolument aucun changement dans la conscience humaine, c'est effarant. Donc, on doit se questionner à savoir de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux apprendre à renouer contact avec ma force intérieure. Ma force intérieure n'est pas celle où je me sens envahi par l'extérieur, mais dans lequel moi, j'aimais quelque chose qui vient de mon intérieur et qui est en accord avec moi et que j'aimais vers l'extérieur en accord avec qui je suis. Et ça, c'est un grand défi de l'humanité, hein, c'est-à-dire que tout être humain doit un jour ou l'autre s'individualiser, c'est-à-dire arriver à pouvoir avoir envie de se réaliser en tant qu'être humain en accord avec qui il est fondamentalement. Et ça demande du courage, puisque ça demande évidemment de prendre un chemin qui n'est pas celui qui nous est retransmis socialement parlant. Et la société nous demande, pour la réussite, pour un tas de choses, nous demande de faire un certain nombre de choses.
Alors que ce chemin-là, qui est notre chemin individuel, est un chemin qui correspond à ce que nous sommes vraiment. Alors, ce chemin-là ne correspond pas au chemin que l'on voudrait prendre, socialement parlant. C'est le chemin qui correspond à ce que notre conscience voudrait que l'on prenne. Et ça, c'est un autre chemin qui est des fois pas facile à prendre parce que ça ne correspond pas nécessairement toujours au chemin social. Et dans ce sens-là, évidemment, la pleine conscience intuitive, c'est de développer cette forme de confiance en soi pour être capable de se faire confiance de plus en plus fortement pour prendre le chemin qui est le juste pour soi, finalement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh bien, merci, oui, pour cette réponse, Sylvain. Alors, on va arriver au terme de notre conférence, puisqu'il est déjà 22 heures. Mais on va prendre une dernière question de Laurence qui demande, quand on est en conflit avec quelqu'un, un parent, un enfant, un partenaire, que faut-il faire concrètement à son niveau par rapport à une mémoire certainement qui ressurgit? Ben, encore là, on revient avec cette fameuse notion du journal intime dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi? Mais parce que ce conflit dont il est question, on peut le regarder en pointant du doigt la personne devant nous, en disant c'est de sa faute. Mais on doit peut-être regarder qu'est-ce qui résonne en nous par rapport à cette relation-là. C'est-à-dire quelle est la nature du conflit que ça fait actualiser en nous. Donc, première chose, se rendre compte que ce conflit-là qui s'actualise en nous, est-ce qu'il y a des résonances avec notre passé? Est-ce que ça correspond à quelque chose que j'ai vécu dans mon histoire? Donc, déjà, se rendre compte de ça, c'est déjà intéressant parce que ça nous fait voir que, OK, je prends conscience que je me sens rejeté aujourd'hui, je me suis déjà senti rejeté dans le passé, et quel est le sens de ça? C'est pourquoi c'est présent dans ma vie actuellement? Donc, comprendre que la personne qui est devant nous, qui nous fait vivre cette forme de conflit, elle a peut-être une invitation, en fin de compte, pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire progresser dans notre cheminement de vie. Donc, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour utiliser cet événement-là pour cheminer, progresser, évoluer. Ça ne veut pas dire être naïf, ça ne veut pas dire de fermer les yeux devant ce que l'autre personne nous propose. C'est simplement devenir conscient qu'il y a une occasion de croissance qui est là. Cette occasion de croissance, ça peut vouloir dire de dire, ben voilà, je fais la paix avec la relation, mais cette paix-là, ben, je constate que la relation ne peut pas aller plus loin, donc je vais me retirer. Ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut vouloir aussi dire que moi, j'ai peut-être à faire un certain cheminement pour apprendre à être, par exemple, à être plus humble par rapport à la relation et à être plus détaché, dégagé, à être plus capable de chercher à communiquer, à comprendre l'autre, etc. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais certainement que faire cette réflexion-là est une belle réflexion. Puis l'autre chose que je dirais, c'est la notion de partage. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, de quelle façon que je peux partager cette personne-là ce que j'ai de plus beau à offrir? Par exemple, si cette personne est un proche et que j'aime, ben, la première chose que j'ai à lui dire à cette personne-là, c'est je t'aime. C'est important, ça. On a tendance à oublier ça. Quand on est en conflit avec quelqu'un, la première chose qu'on doit dire à cette personne-là, c'est ce qu'on a de plus beau à lui offrir. Si on aime cette personne-là, on doit lui rappeler qu'on l'aime et que ça nous attriste, ce conflit qui existe. Puis, à partir du moment qu'on a compris ça, bien, de lui faire comprendre bien, comment on se sent, nous, non pas en lui pointant du doigt c'est de ta faute, en lui faisant comprendre, mais ça m'attriste parce que je t'aime, on est en conflit, puis j'aimerais seulement qu'on puisse se comprendre. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution? Moi, ce que j'aurais envie, par exemple, c'est qu'on puisse prendre le temps de se parler, mais avec amour et bienveillance, parce qu'on s'aime. Et je pense que tu m'aimes aussi, donc on doit être capable de pouvoir se parler avec une volonté de bienveillance qui va faire qu'on va pouvoir effectivement franchir cette étape-là plus facilement. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler que pointer du doigt l'autre ne va jamais être une bonne idée. Se rappeler qu'est-ce que nous on vit, ce que nous on expérimente, sans diriger notre colère vers l'autre, mais en prenant conscience de notre responsabilité par rapport à ce qui se vit, ben ça permet des relations beaucoup plus saines dans lesquelles une zone de partage se crée, où deux êtres humains se rencontrent, qui reconnaissent qu'ils n'ont pas à se chicaner l'un contre l'autre, mais de créer une zone de partage dans laquelle ils peuvent échanger et partager. Et je pense qu'il est important de commencer par le départ, de se rappeler bien, pourquoi on a envie encore de se parler. On est en conflit présentement, pourquoi j'ai envie, moi, on soit plus en conflit? Mais c'est parce que je t'aime, parce que j'apprécie qui tu es quelque part, parce que bon, il y a des appréciations qu'on doit faire. Et je pense que juste faire ça, déjà, ça calme beaucoup la tension et ça permet une communication beaucoup plus saine de se faire par la suite. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Et ça, c'est quelque chose que j'inviterais à faire certainement. Alors, très simplement, c'est un peu que je répondrais à cette question-là. Pour la réponse. Merci beaucoup à vous tous et bien pour votre présence et pour toutes vos questions et tous vos partages. On va vous souhaiter une très très belle soirée. Vous pourrez retrouver
nous retrouver en tout cas dès lundi prochain pour le premier atelier. Donc vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. On va vous souhaiter une merveilleuse soirée. Puis Sylvain, eh bien, je vais te laisser le petit mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui est important de retenir eh bien, de cette soirée? Ben, peut-être que, comme c'est le début de l'année, on est en 2019, peut-être qu'une chose qui peut être intéressante de se rappeler, c'est que justement, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est quelque chose quand même d'assez important. C'est un sujet qui a une implication quand même importante, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, hein, et que si on prend le temps en tant que début d'année, à simplement prendre le temps de se dire de quelle façon que moi, je pourrais mieux communiquer avec moi. De quelle façon que cette pleine conscience intuitive, de prendre ce terme-là, pleine conscience intuitive, de quelle façon que je peux être plus pleinement conscient intuitivement de mon être. Par exemple, ça peut être simplement dire, ben, tiens, je pourrais peut-être méditer tous les jours, une petite minute, et prendre le temps de noter les choses, à sa façon, pas à sa manière, à l'intérieur de ses propres limites, hein, de simplement se donner un petit défi pour l'année, d'être simplement plus pleinement conscient intuitivement de ce qui se passe en soi, de prendre conscience à quelque part que les événements de notre vie extérieure sont un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'être capable donc, de noter, de s'accompagner de cette démarche-là, je pense que ce serait déjà un point de départ intéressant. Puis évidemment, ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin dans le processus, ben, je vous invite aux 3 ateliers, puis ce sera une belle occasion d'aller un peu plus loin dans le sujet. Alors, je sais que je vous avais promis une petite démonstration, peut-être on a manqué un peu de temps pour le faire, donc j'en suis désolé pour cela. Je t'entends plus, toi, je t'entends plus, Cédric. Oui, j'avais coupé mon micro. Merci à vous tous. Passez une merveilleuse soirée. Puis merci à toi, Sylvain, pour ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup. On vous revoit très bientôt et dès lundi prochain pour les ateliers. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.